Son ex l'a invitée à son mariage pour l'humilier, mais elle l'a laissé sous le choc. L'invitation est arrivée comme une moquerie. Il voulait l'avoir vaincue, humiliée devant tout le monde. Mais ce que personne n'imaginait, c'est qu'elle ne viendrait pas pleurer, elle viendrait briller. Parce que parfois, celui qui a le plus voulu vous détruire finit par être celui qui vous envie le plus. Dites-nous quelle heure il est chez vous pendant que vous regardez cette histoire, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits qui touchent l'âme et rendent justice. Le soleil tombait implacablement sur l'immeuble de verre de bâtiment Duval. Alix serra l'enveloppe blanche contre sa poitrine, tandis que l'ascenseur montait au 15e étage. Son cœur battait à tout rompre. Aujourd'hui, sa vie allait changer pour toujours. La réceptionniste leva les yeux de son ordinateur. « Entrez, mademoiselle Dubois. Monsieur Duval vous attend. » Les mains froides, Alix frappa à la porte en bois sombre. « Entrez !» La voix de Sébastien sonnait coupante comme la glace. Le bureau brillait de lumière naturelle. Les immenses baies vitrées montraient Paris comme un royaume à ses pieds. Sébastien, impeccable dans son costume gris, ne détourna même pas le regard de ses documents. « Que voulez-vous ? Je suis occupé avec le projet Leroy. » Alix respira profondément. Les mots qu'elle avait répétés toute la nuit se cachèrent dans sa gorge. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Il lâcha les papiers avec agacement. « Ça ne peut pas attendre ? J'ai une réunion dans 15 minutes. » « Non. » Alix avança vers le bureau. « C'est personnel. » Sébastien désigna la chaise en face de lui d'un geste sec. « Asseyez-vous, vous avez 5 minutes. » Alix préféra rester debout, sortit l'enveloppe blanche de son sac et la posa sur la table en acajou. « Je suis enceinte. » L'air se glaça entre eux. Sébastien regarda l'enveloppe comme si elle contenait du poison. « Qu'est-ce que c'est ? » « Le résultat du laboratoire. » 6 semaines. Sébastien se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre et contempla la ville en silence. « Et vous supposez que je suis le père ?» Les mots frappèrent Alix comme des gifles. « Comment pouvez-vous demander ça ? Vous savez parfaitement que je n'ai été qu'avec vous. » Sébastien se retourna. Son visage avait changé. Ce n'était plus l'homme qui lui murmurait des mots doux à l'oreille. Cet homme avait le regard froid et la bouche cruelle. « Allons, Alix, je ne suis pas idiot. Je connais bien ces pièges. » « Pièges ?» La voix d'Alix se brisa. Le vieux coup de la grossesse. La secrétaire couche avec le patron, tombe enceinte et tout d'un coup veut maison, voiture et pension alimentaire. Chaque mot s'enfonçait dans sa poitrine. Alix sentit qu'elle manquait d'air. « Vous croyez que j'ai inventé ça ? Que je vous mens ? Cet enfant n'est pas le mien. » La voix de Sébastien sonna dure comme la pierre. « Vous avez couché avec la moitié du bureau. Je ne serais pas surpris si c'était même avec mon père. » Alix recula comme si elle avait été frappée. « Comment pouvez-vous dire une chose si horrible ? Je vous ai aimé pendant une année entière. » Sébastien laissa échapper un rire sec qui blessa les oreilles d'Alix. « Amour, s'il vous plaît, ce n'était rien qu'un divertissement. Mon avenir est déjà planifié avec Blanche Leroy. Vous croyez qu'une grossesse va changer ça ? Votre avenir ?» Alix sentit le sol bouger sous ses pieds. « Vous m'avez juré que l'histoire de Blanche n'était qu'une pression de votre famille, que vous chercheriez une autre solution. Et je l'ai trouvée. » Sébastien sourit avec malice. « Blanche a de la classe, de l'éducation et un nom. Qu'avez-vous, vous ? Rien. » Les yeux d'Alix brûlaient, mais elle ne lui donnerait pas le plaisir de la voir pleurer. « Vous avez raison, je n'ai rien de vous qui vaille la peine d'être conservé. » Elle se tourna vers la porte, mais les mots de Sébastien l'arrêtèrent. « Si vous pensez que je vais vous donner un centime pour ce bâtard, vous vous trompez lourdement. Personne ne croira qu'il est de moi. » Quelque chose explosa en Alix. La douleur se transforma en fureur. Elle marcha vers lui d'un pas ferme. Sa main vola seule et frappa la joue de Sébastien de toute sa force. Le son de la gifle sembla arrêter le temps. Sébastien, les yeux écarquillés, toucha sa joue rougie. « Je ne vous ai jamais demandé d'argent, » dit Alix d'une voix claire. « J'ai juste cru que vous méritiez de savoir que vous seriez père, mais maintenant je vois que vous ne méritez même pas ma salive. »« Sortez de mon bureau avant que j'appelle la sécurité, » grogna Sébastien. « Tranquille, vous ne me reverrez plus jamais. » Alix ramassa l'enveloppe blanche sur le bureau et la rangea dans son sac. Elle sortit la tête haute. Les larmes attendraient. Maintenant, elle devait être forte. À son bureau, elle prit la photo de sa mère et un petit cactus qui avait survécu avec peu d'eau, tout comme elle survivrait sans Sébastien. Elle écrivit sa démission sur un papier, le laissa sur le clavier et se dirigea vers l'ascenseur. La réceptionniste la regarda, étonnée. « Vous allez bien, mademoiselle ? Mieux que jamais !» répondit Alix avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Elle sortit dans la rue sous le soleil brûlant. Paris brillait, indifférente à sa douleur. Elle marcha sans but jusqu'à la Seine. Elle enleva ses chaussures et laissa l'eau fraîche mouiller ses pieds. « Maintenant, nous sommes toi et moi », murmura-t-elle à son ventre, « et nous nous en sortirons. » Ce même après-midi, avec ses économies, elle acheta un billet de bus pour Honfleur, son village natal. Alors qu'elle attendait à la gare, elle appela sa mère. « Maman,
Je rentre à la maison. Il s'est passé quelque chose, ma fille? Alix observa les gens qui passaient, chacun avec sa propre histoire de douleur. Je te raconterai quand j'arriverai. Dans le bus, près de la fenêtre, elle vit Paris s'éloigner. Les immeubles où elle avait déposé ses rêves devenaient petits. Les larmes, enfin libres, coulèrent sur ses joues. Une dame âgée lui offrit un mouchoir en tissu. Les hommes ne valent pas nos larmes, ma petite. Alix sourit entre ses sanglots. Je ne pleure pas pour lui, je pleure pour moi, pour ma cécité. Alors ce sont des larmes qui purifient, dit la dame. Laisse-les sortir. Et c'est ce qu'elle fit. Elle pleura jusqu'à s'endormir, une main protectrice sur son ventre, où une vie innocente grandissait. Ce qu'Alix ne savait pas, c'est que ce bébé ne venait pas seul et que le chemin qui semblait maintenant la fin de ses illusions serait le début de quelque chose de bien plus grand que le faux amour de Sébastien Duval. 1 an auparavant, Alix foulait pour la première fois le sol reluisant de l'immeuble Duval. Sa jupe noire et sa blouse blanche étaient le meilleur de sa garde-robe. Ses cheveux relevés en chignon et les chaussures empruntées à sa cousine lui donnaient confiance. « Je viens pour le poste d'assistante de direction », dit-elle à la réceptionniste blonde qui l'examina de la tête aux pieds. 15e étage. « Monsieur Duval vous attend. » Alix pensa qu'elle verrait le propriétaire, un homme âgé selon les magazines. L'ascenseur monta rapidement, trop vite pour calmer ses nerfs. La porte était ouverte. Un jeune homme parlait au téléphone près de la fenêtre. En la voyant, il termina l'appel. « Mademoiselle Dubois, je suis Sébastien Duval. » Ce n'était pas l'homme d'affaires grisonnant qu'elle attendait. Cet homme devait avoir 30 ans, avec des yeux bleus qui contrastaient avec sa peau bronzée et ses cheveux noirs. Son costume bleu marine semblait conçu exclusivement pour lui. « Enchanté », réussit à dire Alix en lui serrant la main. Le contact envoya un étrange courant le long de son bras. « Asseyez-vous, je vous en prie. Votre CV m'a impressionné. » L'entretien se déroula mieux que prévu. Sébastien était cordial, professionnel, mais il y avait quelque chose dans son regard qui l'inquiétait. « Le poste est à vous, » dit-il finalement. « J'ai besoin de quelqu'un d'organisé et de discret. Vous semblez parfaite. » Alix sortit de l'immeuble Euphorik, un travail bien rémunéré dans une entreprise importante. Sa vie changeait enfin. Les premiers mois furent intenses. Sébastien exigeait la perfection, mais récompensait bien. Alix apprit vite, gagnant sa confiance. Elle gardait tout professionnel, bien qu'elle remarquât comment il l'observait quand il croyait qu'elle ne s'en rendait pas compte. La fête de Noël de l'entreprise changea tout. Alix ne voulait pas y assister, mais son amie Lucie insista. « Tu as besoin de t'amuser. Et puis, cette robe rouge te va à ravir. » La salle de l'hôtel brillait de lumière et de décoration. Alix se sentait mal à l'aise parmi les cadres et leurs épouses couvertes de bijoux. Elle se réfugia dans un coin avec une coupe qu'elle goûta à peine. La femme la plus belle de la fête ne devrait pas se cacher. Sébastien apparut à ses côtés, élégant dans son costume noir sans cravate. Ses yeux brillaient d'intensité. « Monsieur Duval, je ne vous avais pas vu arriver. Ce soir, c'est Sébastien, pas votre patron, » sourit-il. « On danse ?» La musique lente les rapprocha plus que de raison. Alix sentait la chaleur de sa main sur sa taille, son eau de Cologne chère mélangée à son parfum naturel. « Il y a longtemps que je veux te dire quelque chose, » murmura-t-il à son oreille. « Je t'aime bien, Alix, beaucoup. » Le cœur d'Alix fit un bond. « Ce n'est pas correct. Je suis votre secrétaire. Et je suis un homme qui ne peut pas s'arrêter de penser à toi. » À la fin de la soirée, sur le parking vide, Sébastien l'embrassa. Un baiser d'abord doux qui devint intense. Alix savait qu'elle franchissait une ligne dangereuse, mais son corps répondit par instinct. C'est ainsi que commença leur secret. Ils se rencontraient après le travail dans un appartement que Sébastien possédait près de l'océan. Personne ne le savait. Au bureau, ils étaient patrons et secrétaires, seuls, amants passionnés. « Un jour, nous n'aurons plus à nous cacher », promettait Sébastien en lui caressant les cheveux. « J'ai juste besoin de temps. » Alix le croyait. Chaque promesse, chaque « je t'aime » murmuré dans l'obscurité. Elle s'imaginait Madame Duval, avec une maison face à la mer et être des enfants aux yeux bleus de Sébastien. Les mois passèrent dans une bulle de bonheur. Sébastien lui offrait des bijoux qu'elle gardait dans une boîte, craignant que quelqu'un ne les voie et ne se doute de quelque chose. Un après-midi de mars, Sébastien l'invita à dîner dans un restaurant exclusif. Il était étrange, inquiet. « Que se passe-t-il » demanda Alix quand on apporta le dessert que personne ne toucha. Sébastien prit sa main sur la table. « Mon père veut que j'épouse Blanche Leroy, la fille de son associé. » Le monde d'Alix s'arrêta. « Et toi, que veux-tu ? Du temps ?» soupira Sébastien. « L'entreprise a des problèmes financiers que j'ignorais. Ce mariage apporterait le capital dont nous avons besoin. Tu me quittes ?» La voix d'Alix sonna faible. « Non », Sébastien serra sa main. « Je cherche une solution. Je te veux, Alix. Blanche n'est qu'une affaire. » Cette nuit-là, ils firent l'amour avec désespoir. Ensuite, enlacés dans les draps froissés,
Sébastien jura qu'il trouverait un moyen de rester ensemble. « Fais-moi confiance », dit-il en l'embrassant sur le front. « Je ne t'abandonnerai jamais. » Alix voulut le croire. Elle avait besoin de le croire. Les semaines suivantes, Sébastien changea. Il annulait leur rendez-vous, répondait aux messages. Tard, il semblait distant. Alix pensa que c'était à cause de la pression familiale. Un jour, sans le vouloir, elle entendit une conversation entre Sébastien et son père dans la salle de réunion. « Le mariage avec Blanche doit avoir lieu au printemps », disait M. Duval. « Les Leroy sont impatients. »« Je n'ai pas encore dit oui », répondit Sébastien. « Ce n'est pas une question, mon fils. C'est un ordre. Cette union sauvera l'entreprise. Ou préfères-tu que tout ce que ton grand-père a construit soit perdu ?» Alix s'éloigna le cœur lourd. Elle comprenait maintenant la pression à laquelle Sébastien était confronté. Elle décida de lui donner de l'espace, d'être patiente. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la patience lui manquerait bientôt, ainsi que les mensonges de Sébastien, et que la vie grandissait déjà en elle, changeant pour toujours le cours de son histoire. Le test de grossesse affichait 2 barres roses. Alix le fixa, assise sur le bord de la baignoire de sa petite salle de bain. C'était le 3e qu'elle faisait cette semaine. Tous disaient la même chose. Elle était enceinte. La peur initiale laissa place à un calme étrange. Un bébé, quelque chose créé par amour. Bien que cet amour semblât maintenant lointain, Sébastien avait annulé leur rendez-vous 3 fois au cours des 2 dernières semaines. « C'est le travail », disait-il au téléphone. « L'union avec les Leroy occupe tout mon temps. » Alix toucha son ventre encore plat. Être que ce bébé était le signe qu'ils attendaient. Sébastien devrait choisir, elle et son enfant, ou le mariage arrangé avec Blanche Leroy. Elle rangea le test dans son sac. Elle le lui dirait cet après-midi, après la réunion du conseil d'administration. Au bureau, tout restait normal. Alix organisait l'agenda de Sébastien, répondait aux appels, préparait des rapports. Personne ne remarquait que son monde avait changé pour toujours. À midi, elle courut aux toilettes et vomit son petit déjeuner. Les nausées avaient commencé il y a quelques jours, mais elle les attribuait au stress. Maintenant, elle en connaissait la véritable cause. « Tu te sens bien ?» demanda Lucie, la trouvant pâle devant le miroir. « Tu as l'air malade. »« Quelque chose m'est tombé mal, » mentit Alix. « Ça passera. » Après la réunion, elle attendit que tout le monde parte pour parler à Sébastien, mais il sortit rapidement en parlant au téléphone. « J'ai un dîner avec les Leroy, » lui dit-il en passant. « Tout peut attendre jusqu'à demain. » Alix hocha la tête, ravalant les mots qu'elle voulait dire. Demain serait un autre jour. Cette nuit-là, dans son appartement, elle prépara un dîner spécial. Elle mit la table avec les bougies que Sébastien lui avait offertes pour son anniversaire. Peut-être pourrait-elle l'inviter, créer une ambiance agréable pour lui annoncer la nouvelle. Elle composa son numéro, ça sonna plusieurs fois, avant qu'il ne réponde. « Alix, je suis occupé. » La voix de Sébastien semblait agacée. « J'ai besoin de te voir, c'est important. Demain au bureau. » Ce n'est pas quelque chose dont on peut parler au bureau, Sébastien, c'est personnel. Un silence, puis un soupir. « Je suis avec mon père et les Leroy. Je ne peux pas parler maintenant. Tu peux venir après ? J'ai préparé le dîner. Je ne pense pas finir tôt. Je t'appelle demain. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Alix regarda la table dressée, les bougies non allumées. Elle rangea la nourriture au réfrigérateur et alla se coucher avec un nœud dans la gorge. Le lendemain, elle décida de l'affronter dans son bureau. Elle ne pouvait plus attendre. Pendant ce temps, à l'hôtel particulier Leroy, Blanche regardait sans intérêt la bague de fiançailles que Sébastien venait de lui offrir. Un gros diamant, voyant, froid comme la relation qu'ils allaient commencer. « C'est magnifique », dit-elle sans émotion. Sébastien hocha la tête, tout aussi distant. Monsieur Guillaume et Monsieur Duval les observaient, contents, comme on conclut une bonne affaire. « Le mariage aura lieu en mai », annonça Monsieur Guillaume. Assez de temps pour organiser l'événement social de l'année et pour que l'union des entreprises soit complète, ajouta Monsieur Duval. Blanche regarda Sébastien. Ses yeux bleus semblaient tristes, absents. « Pouvons-nous parler seuls ?» demanda-t-elle. Les pères allèrent au bureau. Blanche attendit que la porte se referme. « Tu ne m'aimes pas ?» dit-elle simplement. Sébastien la regarda, surpris. « Nous nous connaissons à peine. »« Exactement. Et nous sommes déjà fiancés. » Blanche enleva la bague et la posa sur la table. « Il y a une autre femme, n'est-ce pas ?» Sébastien détourna le regard. « Cela n'a pas d'importance maintenant. Pour moi, si. » Blanche se leva. « Je ne veux pas d'un mari qui pense à une autre quand il est avec moi. Mon père perdra l'entreprise si nous ne nous marions pas, » confessa Sébastien. « Ton père retirera son investissement. » Blanche le regarda avec pitié. « Et cela justifie de vivre un mensonge, de rendre 3 personnes malheureuses ?» Sébastien ramassa l'anneau. « Parfois, les adultes doivent faire des sacrifices. Tu parles comme mon père. » Blanche secoua la tête. « Je pensais que tu étais différent. » Sébastien se tut. Il pensa à Alix,
à ses yeux couleur miel, à son rire qui illuminait la pièce la plus sombre. Puis il pensa à l'entreprise familiale, aux employés qui en dépendaient, à la déception de son père. « Je suis désolé, Blanche, nous n'avons pas le choix. » Elle remit la bague, résignée. « Nous avons tous des choix, Sébastien. Seulement certains demandent plus de courage que d'autres. » Cette nuit-là, Sébastien ne dormit pas. Les mots de Blanche tournaient dans sa tête. N'avait-il vraiment pas le choix, ou lui manquait-il simplement de courage? Il pensa à appeler Alix, mais il était tard. Demain, il lui parlerait, lui expliquerait tout. Elle comprendrait que ce sacrifice était nécessaire, qu'ils pouvaient toujours se voir en secret, que rien ne changerait entre eux. Ce que Sébastien ne savait pas, c'est que demain serait trop tard, qu'Alix portait en son ventre la preuve de leur amour, et que ses paroles cruelles détruiraient non seulement cet amour, mais aussi toute possibilité de connaître ses enfants. Le bus arriva à Honfleur au coucher du soleil. Alix descendit avec sa petite valise, sentant l'air tiède et familier de son quartier. Les rues étaient les mêmes, des enfants jouant dans la rue, de la musique sortant des maisons, une odeur de cuisine familiale dans l'air. Il y a 5 ans, elle était partie d'ici pleine de rêves. Maintenant, elle revenait avec le cœur brisé et une vie qui grandissait en elle. Elle marcha lentement vers la maison bleue de ses parents. Ses jambes lui pesaient, non de fatigue, mais de peur. Comment la recevrait-il? Avant de sonner, elle respira profondément. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse se décider. Sa mère, Colette, sortait arroser les plantes. « Alix !» s'exclama-t-elle en lâchant l'arrosoir. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elles s'étreignirent fort. Alix sentit le parfum bon marché de sa mère, le même depuis toujours, et, l'espace d'un instant, redevint enfant. « Bonjour, maman !» dit-elle d'une voix brisée. « Je suis revenue. » Son père apparut à la porte. Rémi Dubois, avec ses vêtements de mécanicien et ce regard dur qui cachait un bon cœur. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il sans saluer. « Pourquoi n'as-tu pas prévenu de ta venue ?» C'était une décision rapide. Alix entra dans la maison, sentant le poids du regard de son père. Le salon était le même. Le vieux canapé, les photos de famille, la télévision allumée sur un feuilleton. Le temps semblait s'être arrêté ici. « Ils t'ont viré », insista son père. « Non, papa, j'ai démissionné. Tu as démissionné d'un travail avec assurance et bon salaire. Pourquoi ferais-tu une chose pareille ?» Alix regarda ses parents. Elle ne pouvait plus le cacher. « J'attends un enfant. » Le silence tomba lourdement. Sa mère fit le signe de croix. Son père devint pâle. « De qui ?» demanda-t-il enfin. « Cela n'a pas d'importance. » Alix s'assit, fatigué. Il ne veut rien savoir du bébé. « Bien sûr que ça a de l'importance. » Son père frappa la table. « C'est ce patron à toi, n'est-ce pas? J'ai toujours dit que ce travail était dangereux. » Alix ne répondit pas, ce qui confirma ce que son père pensait. « Tu ne peux pas rester ici, dit-il. Que diront les voisins? Le père Jean? Nous avons déjà assez de honte quand ta sœur est partie avec ce musicien. » Rémi, intervint sa mère. « C'est notre fille. Une fille qui a sali le nom de cette famille, » répondit-il. « Elle a jusqu'à demain pour partir. » Cette nuit-là, Alix pleura en silence dans sa vieille chambre. Les étoiles qu'elle avait collées au plafond quand elle avait 12 ans étaient toujours là, témoins muets de ses rêves brisés. Sa mère entra sans faire de bruit et s'assit sur le lit. « Ton père ne parle pas sérieusement, » murmura-t-elle en lui caressant les cheveux. « Il est juste blessé, ça lui passera. » « Ça n'a pas d'importance, maman. » Alix sécha ses larmes. « Je trouverai un endroit. Pourquoi n'exiges-tu pas de responsabilité du père? Si c'est ton patron, il a de l'argent. » Alix secoua la tête. « Je ne veux rien de lui. Je peux élever mon enfant seul. » Sa mère soupira. « Toujours si fière, comme ton père. » Le lendemain, Alix loua une chambre chez Madame Odette, une veuve qui louait à des femmes seules. C'était petit, mais propre, avec une fenêtre donnant sur une cour, avec des citronniers. « Peu importe votre situation, » dit Madame Odette en voyant son ventre à peine proéminent. « Mais je ne veux pas de problème ni de visite d'homme. »« Il n'y en aura aucune, » assura Alix. Avec ses économies, elle pourrait payer quelques mois de loyer en attendant de trouver du travail. Ce ne serait pas facile de le trouver dans son état. Mais Alix n'avait jamais eu peur du travail acharné. Elle trouva un emploi de serveuse au Petite Coin Café, un petit établissement, mais populaire auprès des travailleurs du quartier. Le propriétaire, M. Émile, était un homme âgé aux yeux bienveillants. « J'ai juste besoin que vous arriviez à l'heure et que vous souriez aux clients, » dit-il. « Le reste ne me regarde pas. » Alix apprécia sa discrétion. Elle portait des blouses amples pour cacher sa grossesse, mais il serait bientôt impossible de la dissimuler. Les semaines passèrent lentement. Les nausées matinales l'affaiblissaient, mais elle continuait à travailler. Le soir, seule dans sa chambre, elle parlait à son bébé. « Nous serons toi et moi contre le monde, » murmurait-elle en touchant son ventre. « Nous n'avons besoin de personne d'autre. » À 3 mois,
Elle se rendit à la clinique du quartier pour sa première échographie. La salle d'attente était pleine de femmes enceintes, certaines avec leurs partenaires. Alix sentit un vide dans sa poitrine. La docteure Lefebvre, une femme d'âge moyen avec de grosses lunettes, la reçut avec un sourire. « Allongez-vous et soulevez votre blouse », indiqua-t-elle. « Le gel est froid, je vous préviens. » Alix trembla en sentant le gel sur sa peau. La docteure déplaça l'appareil sur son ventre, regardant l'écran avec attention. « C'est intéressant », murmura-t-elle. « Il y a un problème ?» demanda Alix effrayée. La docteure sourit. « Au contraire, je vois 2 cœurs qui battent. »« 2 ? Je ne comprends pas. Félicitations, Madame Dubois. Vous attendez des jumeaux. » Alix regarda l'écran où 2 petites formes pulsaient de vie, 2 bébés. Le double de responsabilité, le double de dépenses, le double d'amour. Elle sortit de la clinique étourdie, l'image de l'échographie à la main. À l'arrêt de bus, une dame élégante s'assit à côté d'elle. « Mauvaise nouvelle, ma chère ?» demanda-t-elle en voyant son visage. « Non, juste surprenante. Je vais avoir des jumeaux. » La dame sourit, montrant des dents parfaites. « Les jumeaux sont une bénédiction spéciale. Le double de joie et le double de dépenses, » soupira Alix. « L'argent va et vient, » dit la dame. « Les enfants sont pour toujours. » Cet après-midi-là, Alix travailla comme d'habitude au café. La chaleur était étouffante et elle était debout depuis des heures. Alors qu'elle servait du café, elle sentit que tout tournait autour d'elle. Les tasses s'écrasèrent sur le sol. La dernière chose qu'elle vit avant de s'évanouir fut une femme âgée, élégante et distinguée, la même que celle de l'arrêt de bus, se levant pour l'aider. « Appelez une ambulance !» cria quelqu'un. « Pas besoin !» dit la femme d'une voix ferme. « Mon chauffeur est dehors. Je vais l'emmener à l'hôpital. » Alix voulut protester, mais l'obscurité l'enveloppa. Elle ne savait pas que cet évanouissement changerait son destin et que cette femme inconnue serait la réponse à ses prières inexprimées. L'obscurité se dissipa lentement. Alix ouvrit les yeux sous des lumières blanches et des murs couleur crème. L'odeur de désinfectant lui confirma qu'elle était à l'hôpital Saint-Louis. Elle tenta de se redresser, mais une main douce l'en empêcha. « Restez tranquille, ma chère. Vous avez besoin de repos. » C'était la femme élégante du café. De près, Alix remarqua ses cheveux argentés parfaitement coiffés et ses yeux verts remplis de sagesse. « Où suis-je » demanda Alix d'une voix rauque. « À l'hôpital Saint-Louis. Vous vous êtes évanoui en travaillant. » Alix se rappela les tasses qui se brisaient, le sol qui se rapprochait de son visage. Elle porta les mains à son ventre avec panique. « Mes bébés vont bien » la rassura la femme. « Le docteur dit que vous avez juste besoin de repos et d'une meilleure alimentation. Vous êtes anémique. » La porte s'ouvrit et un jeune médecin entra avec un dossier. « Je vois que vous vous êtes réveillée, Madame Dubois. Je suis le docteur Moreau. Comment vous sentez-vous ? Fatiguée. Mes bébés vont bien ? » Le médecin sourit. « Vos enfants vont parfaitement bien, mais vous avez besoin de mieux prendre soin de vous. Vous travaillez trop d'heures pour une femme avec une grossesse gémellaire. » Alix soupira de soulagement. La femme âgée se leva avec élégance. « Docteur, pourrais-je vous parler dehors ?» Quand elle fut seule, Alix regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait sur Honfleur, teintant le ciel d'orange. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté Paris. 6 mois à construire une nouvelle vie jour après jour, avec le poids de 2 vies de plus dans son ventre. La porte s'ouvrit de nouveau. La femme revint avec un sourire chaleureux. « Je crois que je ne me suis pas présentée. Je suis Éléonore de Valois, mais tout le monde m'appelle Madame Éléonore. Merci de m'avoir aidé, Madame. Je suis Alix Dubois. Je sais, j'ai vu votre pièce d'identité. » Madame Éléonore s'assit près du lit. « Le docteur dit que vous pouvez sortir demain, mais vous avez besoin de repos. Vous vivez seul ? Je loue une chambre chez Madame Odette. Et votre famille ?» Alix détourna le regard. « Mon père n'a pas approuvé ma grossesse. Ma mère vient me voir en cachette, mais elle ne peut pas beaucoup m'aider. » Madame Éléonore hocha la tête sans juger. « Et le père des enfants ? Il n'existe pas. » La voix d'Alix se durcit. « Du moins pas pour nous. » Un silence compréhensif emplit la pièce. Madame Éléonore observa la jeune femme devant elle, pâle, épuisée, mais avec une dignité que peu de gens conservent dans l'adversité. « J'ai une proposition pour vous, » dit-elle finalement. « Je possède une grande maison, beaucoup trop grande pour moi seule depuis le décès de mon mari. Il y a un petit appartement annexe à l'arrière avec une entrée indépendante. Vous pouvez y rester jusqu'à la naissance des bébés. » Alix la regarda, surprise. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ? Vous ne me connaissez même pas. Disons que je reconnais la valeur quand je la vois, » sourit Madame Éléonore. « De plus, je viens ici chaque semaine rendre visite à ma petite fille en oncologie. Je vous ai vu plusieurs fois au café, toujours travaillant dur malgré votre état. Je ne peux pas accepter la charité. » Alix redressa le dos. « Je me suis toujours débrouillée seule. Ce n'est pas de la charité, ma chère. L'appartement est vide depuis que mon jardinier est parti à la retraite et j'ai besoin d'aide avec quelques affaires administratives de ma petite entreprise. Vous pourriez travailler de chez vous sans effort physique. » Alix hésita. Sa fierté luttait contre la réalité de sa situation.
Quel est votre commerce? Des cosmétiques artisanaux. Une passion devenue entreprise lorsque je suis devenue veuve. Rien de grand, mais ça m'occupe. Le docteur revint avec les papiers de sortie. Madame Dubois, vous pourrez sortir demain, mais avec des conditions. Repos partiel, meilleure alimentation et pas de travail debout. Votre grossesse est maintenant à haut risque. Lorsque le médecin sortit, Alix regarda son ventre proéminent. Il ne s'agissait plus seulement d'elle et de sa fierté. 2 vies dépendaient de ses décisions. « J'accepte votre offre, Madame Éléonore, dit-elle finalement. Mais je paierai un loyer dès que possible. » La femme âgée sourit. « Comme vous voulez. Reposez-vous. Demain, vous commencerez votre nouvelle vie. » Le lendemain, le chauffeur de Madame Éléonore les conduisit chez Madame Odette pour récupérer les quelques affaires d'Alix. La propriétaire la salua d'une étreinte étonnamment chaleureuse. « Prends soin de toi, ma fille, et ne refuse pas l'aide quand elle vient d'un cœur pur. » La voiture s'arrêta devant un hôtel particulier colonial dans les quartiers chics d'Honfleur. Des jardins impeccables entouraient la maison à 2 étages avec des colonnes blanches. Alix se sentit intimidée. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Elle est dans ma famille depuis 3 générations, » expliqua Madame Éléonore. « Beaucoup trop grande pour une vieille dame seule, mais je ne peux pas imaginer vivre ailleurs. » L'appartement s'avéra être une petite maison indépendante avec salon, cuisine, salle de bain et 2 petites chambres. Simple mais accueillante, avec des meubles de bonne qualité et des fenêtres donnant sur le jardin arrière. « C'était la maison du jardinier, » expliqua Madame Éléonore. « Mon mari l'a rénovée il y a des années. C'est parfait. » Alix toucha le berceau en bois dans l'une des chambres. « D'où vient ça? » ?»« C'était celui de mon fils. » La voix de Madame Éléonore s'adoucit. « Il est décédé avec sa femme dans un accident il y a 10 ans. Ma petite fille Lucie est tout ce qu'il me reste d'eux. Je suis tellement désolée. » Alix comprit pourquoi cette femme comprenait si bien la douleur. Sa petite fille est très malade. Leucémie. Madame Éléonore soupira. Mais les médecins sont optimistes. C'est une battante comme vous. Cette nuit-là, allongée dans un lit confortable pour la première fois depuis des mois, Alix pleura. Non de tristesse, mais de soulagement. Peut-être que le destin, après l'avoir si durement frappée, lui accordait enfin un répit. « Merci, » murmura-t-elle à l'obscurité, une main sur son ventre où ses enfants s'agitaient. « Enfin, nous aurons un foyer. » Dans les semaines suivantes, Alix découvrit un nouveau monde. Madame Éléonore lui apprit à utiliser l'ordinateur pour tenir les comptes des parfums Éléonore. Sa petite entreprise de cosmétiques naturels, elle lui montra le laboratoire maison où elle créait des crèmes et des parfums avec des recettes familiales centenaires. « Ma grand-mère était herboriste en Provence, » expliqua-t-elle en mélangeant des huiles dans un mortier. Ces formules se sont transmises de mère en fille depuis des générations. Alix observait, fasciné. L'arôme de lavande et de romarin emplit la pièce, se mêlant à la lumière dorée qui entrait par les grandes fenêtres. Pour la première fois depuis des mois, elle sentait la paix. « Croyez-vous que je pourrais apprendre ?» demanda-t-elle timidement. Madame Éléonore la regarda avec un sourire. « Je crois, chère Alix, que vous êtes arrivée dans ma vie pour une raison, et ce ne sont pas les coïncidences qui meuvent le monde, mais le destin. » Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est à quel point ces mots étaient justes. Le destin commençait à peine à tisser ses fils, unissant des vies brisées pour créer quelque chose de nouveau et de beau des cendres de la douleur. Le ciel s'obscurcit soudain cet après-midi d'octobre. Des nuages noirs couvrirent Honfleur tandis que le vent arrachait les feuilles des arbres. La tempête que les météorologues annonçaient comme la pire des décennies était arrivée. Alix, enceinte de 8 mois, regardait par la fenêtre avec inquiétude. Son ventre, énorme à cause des jumeaux, la gênait pour se déplacer. Une douleur aiguë la fit se plier en 2. « Pas aujourd'hui, s'il te plaît, » murmura-t-elle en caressant son ventre. Ce n'est pas encore le moment, mais les bébés avaient d'autres plans. Une autre contraction, plus forte, l'obligea à s'asseoir. Elle respira comme on le lui avait appris au cours de préparation à l'accouchement. Quand la douleur passa, elle prit le téléphone. « Madame Éléonore, je crois que les bébés arrivent. » En quelques minutes, la femme âgée entra dans l'appartement. En voyant Alix pâle et en sueur, son expression changea. « Toutes les combien de minutes sont les contractions ?»« Toutes les 10 minutes. » Mais Alix s'interrompit quand une autre vague de douleur la traversa. Elle se rapproche. Madame Éléonore appela son chauffeur. « Prépare la voiture, Paul. Nous allons à l'hôpital. » Mais quand elles ouvrirent la porte, elles comprirent que ce ne serait pas possible. La pluie tombait comme un rideau et le vent hurlait à travers les arbres. Un éclair illumina le jardin, montrant une branche tombée qui bloquait le chemin. « Les rues doivent être inondées, » dit Madame Éléonore en fermant la porte. « J'appellerai le docteur Moreau. » Le médecin particulier de la famille répondit à la 3e sonnerie. Un accouchement gémellaire prématuré. Sa voix semblait inquiète. Les ambulances sont débordées par la tempête. J'essaierai d'arriver, mais préparez-vous pour un accouchement à domicile. Madame Éléonore, avec un calme que seuls les ans peuvent donner, organisa tout. Elle transforma la chambre d'Alix en une salle d'accouchement improvisée.
Drap propre, eau bouillie, serviettes stérilisées. Ma mère était sage-femme, expliqua-t-elle en préparant tout. Je l'ai aidée dans de nombreuses naissances quand j'étais jeune. Alix, entre des contractions de plus en plus intenses, la regarda avec gratitude. « J'ai peur », confessa-t-elle. Madame Éléonore lui prit la main. « La peur est naturelle, ma fille. Mais tu es plus forte que tu ne le crois. » 3 heures plus tard, le docteur Moreau arriva trempé et avec sa mallette médicale protégée sous son manteau. « Juste à temps », dit-il en examinant Alix. « Vous êtes complètement dilatée. Il est temps de mettre ces enfants au monde. » L'accouchement fut difficile. Le premier bébé, Paul, naquit après une demi-heure d'effort. Ses pleurs puissants remplirent la pièce tandis que Madame Éléonore le nettoyait et l'enveloppait. « Il est magnifique », dit-elle en le montrant à Alix. « Il a tes yeux. » Mais il n'y eut pas de temps pour célébrer. Le deuxième bébé venait dans une position compliquée. Le docteur travaillait avec concentration tandis qu'Alix perdait ses forces. « Allez, Alix, un dernier effort », encouragea le médecin. Avec un cri déchirant, Alix donna naissance à Pierre. Contrairement à son frère, il ne pleura pas immédiatement. Le docteur le retourna et lui donna quelques tapes jusqu'à ce qu'un faible cri émerge. « Il va bien », assura-t-il. « Il a juste besoin d'un peu d'aide. » C'est alors qu'Alix sentit que quelque chose n'allait pas. Un vertige intense l'envahit tandis qu'une mare de sang grandissait sous elle. Elle saigne. La voix alarmée du docteur semblait venir de très loin. « Je dois arrêter ça tout de suite. » Alix vit Madame Éléonore tenant les 2 bébés. Elle voulut lui parler, mais les mots ne sortaient pas. L'obscurité commença à l'envelopper. Madame Éléonore réussit-elle à murmurer. « Si je ne survis pas, promettez-moi que vous prendrez soin d'eux. Ne dis pas ça. » La femme âgée avait les larmes aux yeux. « Vous allez vous en sortir, promettez-moi, » insista Alix, sentant qu'elle s'évanouissait. « Ne laissez pas leur père les trouver. Il ne les a pas voulus. Je le promets, » dit Madame Éléonore. « Mais tu vivras pour les élever. » Ce fut la dernière chose qu'Alix entendit avant de plonger dans l'obscurité. Les jours suivants furent une lutte entre la vie et la mort. Le docteur Moreau resta à l'hôtel particulier, surveillant constamment Alix et les nouveau-nés. Madame Éléonore engagea des infirmières et transforma une chambre de la maison principale en infirmerie. « Je n'ai jamais vu quelqu'un s'accrocher à la vie avec autant de force », commenta le docteur une nuit après avoir changé la transfusion sanguine. « C'est comme si quelque chose la maintenait ici. »« Ces enfants ?» répondit Madame Éléonore en berçant Pierre dans ses bras, tandis qu'une infirmière nourrissait Paul au biberon. L'amour maternel est la force la plus puissante du monde. Une semaine plus tard, Alix ouvrit les yeux, faible comme un petit oiseau, mais vivante. La première chose qu'elle vit fut Madame Éléonore somnolant sur un fauteuil près de son lit. « Mes bébés » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Madame Éléonore se réveilla immédiatement. « Ils vont parfaitement bien. » Elle sourit avec des larmes dans les yeux. « Ils sont précieux et forts comme leur mère. Je veux les voir. » L'infirmière apporta les jumeaux, de petits paquets identiques enveloppés dans des couvertures bleues. Alix les regarda avec adoration tandis que les larmes coulaient sur ses joues pâles. « Paul et Pierre » murmura-t-elle en embrassant leur petite tête. « Mes petits miracles. » La récupération fut lente. L'hémorragie avait laissé Alix au bord de la mort et son corps avait besoin de temps pour guérir. Pendant des semaines, elle pouvait à peine tenir ses enfants. Madame Éléonore et les infirmières s'occupaient de tout. Un après-midi, tandis qu'Alix observait ses bébés endormis dans les berceaux près de son lit, Madame Éléonore entra avec une tasse de thé. « Ils te ressemblent, » dit-elle en s'asseyant à ses côtés. Alix nia doucement. « Ils ont les yeux bleus de leur père. »« Les yeux de tous les bébés sont bleus au début, » répondit Madame Éléonore. « Ils peuvent changer, n'est-ce pas ? » « Ceux-ci. » Alix toucha la joue de Paul. « Ce sont les yeux de Sébastien, leur couleur exacte. » Madame Éléonore lui prit la main. « Veux-tu me parler de lui ?» Alix hésita. Elle avait gardé sa douleur si longtemps que les mots semblaient coincés dans sa gorge. Mais peu. Être était-il temps de partager le fardeau ? « C'était mon patron, » commença-t-elle. « Je suis tombée amoureuse comme une folle. Il m'a promis un avenir ensemble, mais quand il a su pour la grossesse... » Sa voix se brisa. Madame Éléonore attendit patiemment. « Il m'a dit que le bébé n'était pas le sien, que j'avais couché avec d'autres. Il m'a traité de choses horribles. Un lâche. » La voix de Madame Éléonore avait un tranchant d'acier. « Un homme qui ne mérite pas de connaître ses anges. » Alix hocha la tête en séchant ses larmes. « C'est pourquoi je suis revenue à Honfleur pour recommencer, loin de lui. Et tu as réussi. » Madame Éléonore lui serra la main. « Tu as créé la vie là où il n'a semé que le néant. Cela, ma chère, c'est de la vraie force. » Cette nuit-là, regardant ses enfants dormir, Alix fit une promesse silencieuse. Elle vivrait pour eux, leur donnerait tout ce qu'ils méritaient. Et un jour, quand le destin le permettrait, Sébastien Duval saurait exactement ce qu'il avait perdu. Le temps s'écoula comme de l'eau entre les doigts. Les jumeaux grandirent forts et en bonne santé, remplissant de rire l'ancien hôtel particulier qui, pendant des années,
n'avait connu que le silence. Paul, l'aîné de 10 minutes, était agité et curieux. À 2 ans, il grimpait déjà partout sur les meubles, causant des frayeurs constantes à sa mère et à Madame Éléonore. Pierre, plus calme et observateur, préférait s'asseoir et regarder des livres d'images pendant des heures. « Ils sont comme le soleil et la lune », commentait Madame Éléonore en les observant jouer dans le jardin, différents mais inséparables. Alix avait retrouvé sa santé, bien que les nuits sans sommeil pendant la première année lui aient laissé des cernes sous les yeux. La dépression était venue silencieusement après l'accouchement, comme une ombre qui obscurcissait même les jours les plus lumineux. « Je ne peux rien sentir », confessa-t-elle une nuit à Madame Éléonore tandis que les larmes coulaient sur son visage sans raison apparente. « Je les aime tellement que ça fait mal, mais parfois je me sens vide. » La femme âgée la serra fort dans ses bras. « C'est normal, ma fille. Ton corps et ton âme ont beaucoup traversé. Donne-toi du temps. » Peu à peu, avec l'aide professionnelle et le soutien inconditionnel de Madame Éléonore, Alix émergea de l'obscurité. Chaque sourire de ses enfants était un rayon de lumière qui dissipait les ombres. Quand les jumeaux eurent 1 an, Madame Éléonore organisa une petite fête dans le jardin. La petite fille de Madame Éléonore, Lucie, déjà remise de sa maladie, jouait avec les bébés tandis que les adultes conversaient. « Tu devrais envisager de travailler davantage dans l'entreprise », suggéra Madame Éléonore à Alix. « Tu as du talent pour les formules. » C'était vrai. Dans ses moments libres, quand les enfants dormaient, Alix avait commencé à expérimenter avec les recettes de cosmétiques. Sa première création, une crème hydratante aux extraits d'aloès et de camomille, avait reçu les éloges des clientes habituelles. « Je ne connais rien aux affaires », répondit Alix, incertaine. « Moi non plus quand j'ai commencé », sourit Madame Éléonore. « Mais j'ai appris et tu es plus intelligente que moi. » Ainsi commença une nouvelle étape. Pendant que les jumeaux fréquentaient une crèche le matin, Alix travaillait avec Madame Éléonore dans le laboratoire maison. Elle apprit à mélanger les huiles essentielles, à calculer les coûts, à concevoir les étiquettes. « Tu as un don », lui dit Madame Éléonore un jour après avoir testé une nouvelle formule de savon. « Tu peux sentir ce dont la peau a besoin. » À 2 ans, les traits des jumeaux commencèrent à se définir. Alix remarquait avec un mélange d'amour et de douleur comment le fantôme de Sébastien apparaissait sur leur visage. La forme du nez, la courbe du sourire, ses yeux bleus qui n'avaient pas changé avec le temps. Une nuit, tandis qu'elle leur lisait une histoire avant de dormir, Paul la regarda avec ses yeux, si semblables à ceux de son père. « Où est papa ?» demanda-t-il avec l'innocence de ses 2 ans. La question traversa Alix comme un couteau. Pierre la regarda aussi, attendant une réponse. « Papa vit loin », dit-elle finalement, choisissant chaque mot avec soin. « Très loin? Il va venir ?» insista Paul. « Non, mon amour, il a une autre famille. Ce n'était pas toute la vérité, mais ce n'était pas un mensonge non plus. Sébastien devait être marié à Blanche Leroy maintenant. Être avec ses propres enfants qu'il reconnaîtrait. Il ne nous aime pas. » La voix de Pierre était à peine un murmure. Alix serra ses enfants contre elle, retenant ses larmes. « Vous avez tellement d'amour, mes enfants, de ma part, et de Madame Éléonore, de Lucie. Certaines familles sont différentes, mais non moins spéciales. » Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Alix pleura en silence dans sa chambre. Madame Éléonore la trouva ainsi et s'assit à ses côtés sans dire mot, offrant le réconfort de sa présence. « Comment leur expliquer que leur père les a rejetés avant de les connaître ?» demanda Alix entre ses sanglots. « Comment leur dire qu'il ne les a pas voulus sans qu'ils se sentent abandonnés ?»« Avec le temps et la vérité, » répondit Madame Éléonore. « Pas tout d'un coup, mais petit à petit, selon ce qu'ils pourront comprendre. » À 3 ans, les jumeaux étaient le centre de l'univers d'Alix. Chaque réussite, chaque nouveau mot, chaque rire était un trésor. L'entreprise de cosmétiques grandissait lentement, lui permettant d'économiser pour l'avenir de ses enfants. Un dimanche, alors qu'elle se promenait au parc, un homme passa à côté d'elle, grand, en costume sombre et cheveux noirs. Pendant une seconde, le cœur d'Alix s'arrêta, croyant voir Sébastien. Mais en se retournant, elle constata que ce n'était qu'un étranger avec une ressemblance fortuite. « Tu vas bien ?» demanda Madame Éléonore, remarquant sa pâleur. « Oui, j'ai juste cru voir quelqu'un. » Lui, Alix hocha la tête. « Parfois je me demande ce que je ferais si nous nous rencontrions, s'il voyait les enfants. Que crois-tu que tu ferais ?» Alix observa ses enfants jouer au balançoire, leur rire se mêlant au vent. « Avant, je pensais à la vengeance, » confessa-t-elle, à lui faire ressentir la même douleur qu'il m'a causée. « Mais maintenant, je veux juste les protéger, qu'ils ne sachent jamais ce que c'est que de se sentir rejeté par celui qui devrait les aimer inconditionnellement. » Madame Éléonore lui prit la main. « Tu as grandi, Alix. La douleur t'a rendu plus sage, pas plus amère. C'est ça, la vraie force. » Cette nuit-là, en couchant ses enfants, Alix les regarda dormir, si semblables et si différents à la fois. Paul avec son énergie, même dans ses rêves, Pierre avec son calme contemplatif.
Je vous aime plus que ma vie, murmura-t-elle en embrassant leur front. Et cela ne changera jamais, quoi qu'il arrive. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le destin, toujours imprévisible, préparait déjà le chemin pour une rencontre qui changerait toute leur vie. Parce que certaines histoires, même si nous essayons de les clore, trouvent toujours un moyen de continuer. La petite usine de cosmétiques occupait maintenant tout l'ancien jardin d'hiver de l'hôtel particulier. Ce qui avait commencé comme un passe-temps de Madame Éléonore s'était transformé en une entreprise prospère sous l'influence d'Alix. « Je n'aurais jamais cru que Parfums Éléonore grandirait autant », commenta Madame Éléonore alors qu'elles examinaient les commandes du mois. « Nous avons des clients dans 3 régions. » Alix sourit, fière du travail accompli ces années. À 33 ans, elle avait trouvé sa vocation dans la création de produits naturels. Ses mains, qui avaient tremblé autrefois en servant du café, mélangeaient maintenant les ingrédients avec la précision d'une artiste. « La nouvelle ligne pour peau sensible est prête », dit-elle, en montrant des flacons de verre contenant une crème couleur perle. « J'ai utilisé de l'extrait de calendula et de l'huile d'amande. » Madame Éléonore essaya la crème sur son poignet. « Texture parfaite. Tu as un don, Alix. Tu devrais étudier la chimie cosmétique formellement. »« À mon âge, » rit Alix. « J'ai 2 tornades de 5 ans qui occupent tout mon temps libre. » Comme si elle les avait invoqués, Paul et Pierre entrèrent en courant dans le laboratoire. Ils portaient des uniformes scolaires identiques, bien que Paul portât le sien négligemment, tandis que Pierre gardait chaque bouton à sa place. « Maman !» cria Paul en agitant un papier. « Regarde mon dessin, c'est notre famille. » Alix examina le dessin coloré. 4 figures sous un soleil souriant, 2 petites, une moyenne et une plus âgée. « C'est nous, grand-mère Éléonore, toi et Pierre et moi, » expliqua Paul. Pierre, plus silencieux comme toujours, montra son propre dessin, similaire, mais avec un détail supplémentaire. Une figure masculine séparée du groupe avec un point d'interrogation pour visage. « Qui est-ce » demanda Alix, bien qu'elle connût déjà la réponse. « C'est papa » répondit Pierre à voix basse. « Je ne sais pas à quoi il ressemble. » Le cœur d'Alix se serra. Dernièrement, les questions sur leur père étaient plus fréquentes. Les jumeaux voyaient d'autres enfants avec leur père et remarquaient la différence. « Les enfants, allez-vous changer » intervint Madame Éléonore, remarquant le malaise d'Alix. « Lucie vous attend pour le goûter. » Quand les enfants sortirent, Alix s'effondra sur une chaise. « Je ne sais pas quoi leur dire, Madame Éléonore. Ils posent de plus en plus de questions. Ont-ils besoin de savoir quelque chose, ma fille ? Pas tout, mais quelque chose. » Cette nuit-là, après le dîner, Alix prit son courage à 2 mains, assit les jumeaux dans le salon et éteignit la télévision. « Je veux vous parler de votre papa, » dit-elle d'une voix douce. Les enfants la regardèrent avec de grands yeux attentifs, si semblables à Sébastien que ça faisait mal de les regarder. « Votre papa s'appelle Sébastien, » commença-t-elle. « Je l'ai rencontré quand je travaillais dans son bureau à Paris. »« C'était ton patron ?» demanda Paul, toujours curieux. « Oui, il était beau et intelligent. Nous sommes tombés amoureux, mais en cachette, parce que ce n'était pas bien que le patron sorte avec sa secrétaire. » Comme un secret, les yeux de Pierre brillèrent. Il adorait les secrets. Exactement. Notre amour était un secret. Alix respira profondément. Quand j'ai su que vous arriviez, j'ai été très heureuse. Mais votre papa, lui, n'était pas prêt à être père. Pourquoi pas? Paul fronça les sourcils. Parfois, les adultes ont peur des responsabilités, expliqua Alix en choisissant chaque mot. Il avait des projets différents pour sa vie et il n'incluait pas de bébé à ce moment-là. Il ne nous voulait pas. La voix de Pierre trembla. Alix serra ses enfants dans ses bras. Il ne vous connaissait pas, mes amours. Il ne savait pas à quel point vous seriez merveilleux. J'ai décidé de venir ici à Honfleur pour commencer une nouvelle vie, et nous avons trouvé Madame Éléonore qui nous aime comme si nous étions sa famille. Nous ne le connaîtrons jamais ? Demanda Paul. Alix hésita. Je ne sais pas, mon chéri. Être un jour quand vous serez plus grand. L'important est que vous ayez beaucoup d'amour ici avec nous. Cette explication sembla les satisfaire pour le moment. Alix les borda comme chaque nuit, avec des baisers et des histoires. Quand ils se furent endormis, elle alla pleurer en silence dans le jardin sous les étoiles. Madame Éléonore la trouva là et s'assit à ses côtés. « Tu as bien fait, » dit-elle en lui offrant un mouchoir. « Tu leur as donné une vérité qu'ils peuvent comprendre à leur âge. Ça me fait mal qu'ils demandent après lui, » confessa Alix. « Qu'ils aient besoin de lui alors que nous nous sommes si bien débrouillés sans lui. C'est naturel qu'ils veuillent savoir. Nous cherchons tous nos racines. » Les jours suivants, Alix se plongea dans le travail pour se distraire. Madame Éléonore remarqua sa dévotion renouvelée et décida de franchir une étape importante. « Je veux t'apprendre tout sur l'entreprise, » lui dit-elle un matin. « Pas seulement les formules, mais la gestion, les fournisseurs, tout. » « Pourquoi maintenant ? Parce que je ne suis pas éternelle, ma chère. » Madame Éléonore sourit avec sérénité. « Et je veux m'assurer que toi et les enfants soyez protégés quand je ne serai plus là. » Ainsi commença un nouveau chapitre. Alix apprit sur les contrats, les impôts,
le marketing. Elle découvrit qu'elle avait un talent naturel pour les affaires, un esprit analytique qui complétait sa créativité avec les formules. Nous devrions nous étendre, suggéra-t-elle un jour en montrant un plan détaillé. Ouvrir notre propre boutique au lieu de seulement vendre à des distributeurs. Madame Éléonore étudia la proposition, impressionnée. C'est risqué, mais bien planifié. Où as-tu appris à faire des projections financières? Des cours en ligne, confessa Alix. J'étudie pendant que les enfants dorment. L'admiration dans les yeux de Madame Éléonore était évidente. Quand je t'ai connue, tu étais une jeune femme effrayée mais courageuse. Maintenant, tu es une femme d'affaires, une mère exceptionnelle et la fille que j'ai toujours souhaité avoir. Alix l'embrassa, les larmes aux yeux. Vous nous avez sauvé la vie. Tout ce que nous sommes, nous vous le devons. Non, ma chère. Madame Éléonore lui caressa la joue. Je t'ai juste donné une opportunité. Tu as construit le reste avec tes efforts. Cette nuit-là, tandis que les jumeaux dormaient, Alix consulta de vieilles photos sur son téléphone. Elle en trouva une de Sébastien, la seule qu'elle avait gardée. Elle la regarda longuement, cherchant dans ce beau visage les traits qu'elle voyait chaque jour chez ses enfants. « Un jour, tu sauras ce que tu as perdu », murmura-t-elle à l'image, « et je serai prête pour ce moment. » Ce qu'Alix n'imaginait pas, c'est que ce jour arriverait plus tôt que prévu et d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper, car le destin, maître des coïncidences, déplaçait déjà ses fils invisibles pour réunir ce qui fut autrefois séparé. L'automne arriva avec des vents froids et des feuilles dorées qui couvraient le jardin de l'hôtel particulier. Madame Éléonore, assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, observait les jumeaux jouer parmi les feuilles tombées. À 78 ans, son corps s'était affaibli, mais ses yeux verts gardaient la même vivacité que toujours. Alix entra avec une tasse de tisane. « Je vous ai apporté votre infusion préférée », dit-elle en la posant sur la petite table, « avec du miel, comme vous l'aimez. » Madame Éléonore sourit avec effort. « Assieds-toi avec moi, ma fille, j'ai besoin de te parler. » Quelque chose dans son ton alerta Alix. Elle s'assit en face d'elle, prenant ses mains ridées entre les siennes. « Que se passe-t-il ? » « Je suis allé chez le médecin hier. » Madame Éléonore parla calmement. « Les résultats ne sont pas bons. » Le monde d'Alix s'arrêta un instant. « Que vous ont-ils dit ? » « Cancer du pancréas. Très avancé. » Répondit l'ancienne dame sans détour. « Il n'y a pas grand-chose à faire, à part contrôler la douleur. » « Non. » Alix secoua la tête. « Il doit y avoir des traitements, des spécialistes. Il y en a, ma chère. Mais à mon âge et à ce stade avancé, Madame Éléonore lui serra les mains. « J'ai vécu une vie pleine. Je n'ai pas peur. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Alix. Cette femme qui avait été son salut, son guide, sa deuxième mère. Maintenant, elle faisait face à la fin de son chemin avec la même dignité qu'elle avait vécue. « Combien de temps ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « 6 mois. Peu, être moins. » Madame Éléonore regarda par la fenêtre vers les enfants. Suffisamment pour tout mettre en ordre. Les mois suivants furent un mélange de douleurs et de moments précieux. Madame Éléonore, refusant les traitements agressifs, opta pour des soins palliatifs à domicile. Alix réorganisa sa vie pour rester à ses côtés chaque minute possible. Les après-midi, quand la douleur diminuait grâce aux médicaments, Madame Éléonore racontait des histoires aux jumeaux sur sa jeunesse en Provence, sur son défunt mari, sur sa petite-fille Lucie, qui étudiait maintenant la médecine en Europe. « Vous êtes aussi ma famille », leur disait-elle en caressant leur tête. La famille que le cœur choisit est aussi réelle que celle du sang. Une nuit, tandis que les enfants dormaient, Madame Éléonore appela Alix dans sa chambre. Sur le lit, il y avait des documents légaux. « J'ai changé mon testament », dit-elle sans préambule. « Je veux que tu le saches avant quiconque. »« Je n'ai pas besoin de savoir ça », protesta Alix. « Je ne veux pas parler d'eux. »« C'est nécessaire », interrompit Madame Éléonore avec fermeté. « Nous n'avons pas le luxe du temps. » Les mains tremblantes, elle lui tendit les papiers. Alix les lut et son visage pâlit. « Je ne peux pas accepter ça », dit-elle en posant les documents sur le lit. « C'est trop. C'est ma décision. » La voix de Madame Éléonore n'admettait pas de discussion. « L'entreprise de cosmétiques et la moitié de ma fortune seront pour toi et les enfants. L'autre moitié ira à des fondations qui aident les mères célibataires et les enfants abandonnés. Mais votre famille, ma seule famille de sang est Lucie et elle est bien pourvue par l'assurance de ses parents. » Madame Éléonore lui prit la main. « Toi et ses enfants m'avez rendu la joie quand je croyais qu'il ne me restait plus qu'à attendre la mort. Vous m'avez donné un but. » Alix pleura en silence, accablée par la générosité de cette femme extraordinaire. « Il y aura des problèmes, » avertit Madame Éléonore. « Georges et Sylvie, mes neveux et nièces éloignés, s'attendent à tout hériter. Ce sont des vautours qui ne m'ont jamais visité jusqu'à ce qu'ils apprennent ma maladie. » Comme si ces paroles étaient prophétiques, le lendemain apparurent les neveux. Georges, un homme de 40 ans en costume coûteux et au sourire faux. Et Sylvie, sa sœur, une femme mince aux yeux calculateurs. « Tante Éléonore, nous sommes venus dès que nous l'avons su.
dit Georges en embrassant la joue de l'ancienne dame. « Pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus plus tôt ?» Madame Éléonore les regarda froidement. « Comme vous ne m'avez pas prévenu de l'enterrement de mon frère ou de la naissance de tes enfants, Sylvie, les frères échangèrent des regards inconfortables. Alix, observant depuis la porte, remarqua leur dédain à peine dissimulé envers l'ancienne dame malade. « Nous pouvons vous emmener chez nous, » offrit Sylvie. « Vous aurez les meilleurs soins, je suis parfaitement bien soignée ici, » répondit Madame Éléonore. « Alix et ses enfants sont ma famille maintenant. » Le regard que les frères lancèrent à Alix était chargé de haine. Ce jour-là commença une guerre silencieuse. Les neveux rendaient constamment visite, feignant l'inquiétude, tout en cherchant le moindre signe qu'Alix manipulait leur tante. À mesure que la maladie progressait, Madame Éléonore s'affaiblissait. La douleur augmentait, et les nuits devinrent de longues batailles contre la souffrance. Alix dormait sur un fauteuil près de son lit, attentive à tout besoin. Un petit matin d'hiver, Madame Éléonore se réveilla avec une clarté inhabituelle dans les yeux. « C'est l'heure, ma fille, » dit-elle d'une voix sereine. « Appelle les enfants. » Alix réveilla Paul et Pierre, qui entrèrent, endormis, dans la chambre. Avec leurs pyjamas identiques et leurs cheveux ébouriffés, ils s'approchèrent du lit de l'ancienne dame. « Mes petits trésors, » murmura Madame Éléonore, « venez dire au revoir à votre grand-mère. » Les enfants, bien qu'ils n'aient que 5 ans, comprirent la gravité du moment. Ils s'approchèrent et embrassèrent ses joues. « On t'aime, grand-mère, » dit Paul. « Ne pars pas, » ajouta Pierre avec des larmes. « Je serai toujours avec vous, » promit Madame Éléonore. « Dans chaque souvenir heureux, dans chaque rire, je serai là. » Puis elle demanda un moment seul avec Alix. « Promets-moi quelque chose, » dit-elle en lui prenant la main avec les quelques forces qui lui restaient. « Ne laisse pas la rancœur te consumer, ni pour Sébastien, ni pour les neveux, ni pour personne. La haine empoisonne d'abord celui qui la ressent. »« Je le promets, » répondit Alix entre les larmes. « Et une dernière chose, » ajouta-t-elle avec un faible sourire, « sois heureuse. C'est la meilleure vengeance contre ceux qui t'ont fait du mal. » Cette nuit-là, entourée de ceux qui l'aimaient vraiment, Madame Éléonore ferma les yeux pour la dernière fois. Son visage reflétait la paix, comme quelqu'un qui termine un long voyage et enfin se repose. Les funérailles furent simples mais émouvantes. Amis, employés et clients fidèles remplirent la petite église. Les jumeaux, vêtus de noir pour la première fois, restèrent aux côtés de leur mère avec une dignité surprenante pour leur âge. Georges et Sylvie, au premier rang, jouaient le rôle de parents inconsolables. Mais leurs yeux fixés sur Alix révélaient leur véritable préoccupation. La lecture du testament 3 jours plus tard confirma leur pire crainte. L'avocat, un homme âgé qui avait servi la famille de Valois pendant des décennies, lut les dernières volontés de Madame Éléonore d'une voix ferme. À Alix Dubois et ses enfants, Paul et Pierre, je laisse l'entreprise Parfums Éléonore, l'hôtel particulier familial et la moitié de mes biens en remerciement de l'amour et de la compagnie qu'ils m'ont apporté durant mes dernières années. Le cri de Sylvie interrompit la lecture. « C'est une fraude !» s'exclama-t-elle en se levant. « Cette femme a manipulé notre tante quand elle était faible et malade. Le testament a été signé il y a 6 mois, lorsque Madame Éléonore jouissait de toute sa lucidité mentale, » répondit l'avocat avec calme. « Il existe déjà une vidéo où elle explique ses raisons. Nous le contesterons, » menaça Georges. « Cette entreprise nous appartient de droit familial. » Alix, qui était restée silencieuse, se leva avec dignité. « Madame Éléonore savait que vous feriez cela, » dit-elle d'une voix claire. « C'est pourquoi elle a tout mis en ordre. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Mais je respecterai sa dernière volonté, jusqu'aux dernières conséquences. » La bataille légale qui s'ensuivit fut brutale. Georges et Sylvie engagèrent des avocats agressifs qui remirent en question la santé mentale de Madame Éléonore, l'intégrité d'Alix, et insinuèrent même des relations inappropriées, mais Madame Éléonore, sage jusqu'à la fin, avait tout préparé. La vidéo testamentaire, les évaluations médicales certifiant sa lucidité et les témoignages d'amis respectés dans la communauté formèrent un mur impénétrable. 6 mois plus tard, le juge statua en faveur d'Alix. L'entreprise, l'hôtel particulier et l'héritage furent définitivement entre ses mains. Cette nuit-là, seule dans le jardin où elle avait si souvent vu Madame Éléonore contempler les étoiles, Alix pleura non pas pour la victoire légale, mais pour l'absence de celle qui avait été son guide et protectrice. « Nous avons réussi, Madame Éléonore, » murmura-t-elle au ciel étoilé, « et je tiendrai ma promesse. Je serai heureuse pour vous et pour mes enfants. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vie lui réservait encore des surprises, certaines douces, d'autres amères, sur le chemin qu'elle commençait à peine à parcourir en tant qu'héritière du legs de Valois. Le soleil matinal éclairait le nouveau siège des Parfums Éléonore. L'immeuble de verre et d'acier, situé dans le quartier d'affaires de Paris, n'avait plus grand-chose à voir avec le modeste jardin d'hiver où tout avait commencé. Alix, vêtue d'un tailleur pantalon couleur crème, parcourait les couloirs, saluant les employés. À 35 ans,
Sa beauté s'était accentuée avec la maturité et la confiance que donne le succès. Les résultats du premier trimestre ont dépassé les attentes, informa Martine, son assistante, alors qu'elle marchait vers la salle de réunion. Les ventes de la ligne pour peau mature ont augmenté de 30%. Excellent, répondit Alix. Et la nouvelle ligne bio, prête à être lancée le mois prochain. Les tests finaux ont été parfaits. 2 ans s'étaient écoulés depuis la bataille juridique avec les neveux de Madame Éléonore. 2 ans de travail intense, transformant la petite entreprise familiale en une marque reconnue nationalement. La réunion avec les cadres du marketing se déroula avec efficacité. Alix écoutait attentivement chaque proposition, posant des questions précises. Elle n'était plus la jeune femme incertaine qui tremblait devant les figures d'autorité. Maintenant, elle était l'autorité. « Je veux que notre campagne mette l'accent sur les ingrédients naturels », indiqua-t-elle, non seulement comme stratégie de vente, mais comme philosophie d'entreprise. Nous honorons ainsi la vision de Madame Éléonore. Après la réunion, son chauffeur la conduisit récupérer les jumeaux à l'école Saint-Vincent, un collège privé discret où personne ne connaissait leur histoire. Paul et Pierre, maintenant âgés de 7 ans, attendaient à l'entrée. Bien qu'identiques physiquement, leurs personnalités restaient opposées. Paul, extraverti et énergique. Pierre, réfléchi et observateur. « Maman !» cria Paul en courant vers la voiture. « J'ai gagné la course de natation. Et moi, j'ai eu 10 en maths, » ajouta Pierre. Plus calme, Alix les serra tous les deux, respirant le parfum de leurs cheveux. Aussi occupée qu'elle fût, elle ne déléguait jamais ces moments. Elle-même les récupérait à l'école 3 fois par semaine, sans exception. « Je suis fière de vous deux, » dit-elle en embrassant leur front. Prêt à voir la nouvelle maison, les yeux des enfants s'illuminèrent. Après des mois de recherche, Alix avait trouvé la maison parfaite, une propriété moderne dans une communauté fermée. Avec sécurité 24 et loin des regards curieux, la voiture s'arrêta devant une élégante résidence aux lignes contemporaines. Un jardin impeccable entourait la maison à 2 étages avec de grandes baies vitrées. « C'est énorme », s'exclama Paul en sautant de la voiture. « Elle a une piscine ?» demanda Pierre. « Et un cours de tennis ?» sourit Alix, savourant leur enthousiasme. « Allons l'explorer. » La maison était spacieuse et lumineuse, avec 5 chambres, un bureau, une salle de jeu et une cuisine qui ferait le bonheur de n'importe quel chef. Alix avait personnellement supervisé chaque détail de la décoration, créant une ambiance chaleureuse mais élégante. « C'est ta chambre, Paul », dit-elle en ouvrant une porte. « Et celle-ci est la tienne, Pierre. Mais elles sont reliées par cette porte pour que vous puissiez être ensemble quand vous voulez. » Les enfants coururent explorer leur nouveau domaine, criant d'excitation à chaque découverte. Alix resta dans le couloir, les observant. Parfois, elle n'arrivait pas à croire à quel point sa vie avait changé. De secrétaire rejetée et enceinte à femme d'affaires à succès avec sa propre maison et un avenir assuré pour ses enfants. Cette nuit-là, après avoir couché les jumeaux, Alix sortit sur le balcon de sa chambre. La vue de la ville illuminée lui rappela ses jours à Paris quand elle rêvait d'un avenir avec Sébastien. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. « Madame Dubois, pardonnez-moi l'heure. » C'était Ricardo, son directeur financier. « Ça vient d'être confirmé. La chaîne Galeries Lafayette a accepté nos conditions. Parfums Éléonore sera dans leur magasin à partir du mois prochain. » La nouvelle était extraordinaire. Galeries Lafayette était la chaîne de grands magasins la plus exclusive du pays. Être sur leurs étagères signifiait une reconnaissance nationale et internationale. « Merci Ricardo, c'est une excellente nouvelle. » Après avoir raccroché, Alix sourit. Madame Éléonore aurait été fière. La petite entreprise qui avait commencé comme un passe-temps rivalisait maintenant avec des marques internationales. Le lendemain, au bureau, Alix réunit tout le personnel pour annoncer la nouvelle. Les applaudissements et les acclamations remplirent la salle de conférence. « Cette réussite est celle de tous », dit-elle avec sincérité. « Chaque personne dans cette entreprise a contribué à construire ce que nous sommes aujourd'hui. » Parmi la foule, Alix distingua Colette, l'une des premières employées de Madame Éléonore, maintenant superviseur de production. Leurs regards se rencontrèrent dans un moment de reconnaissance mutuelle. Toutes deux se souvenaient des débuts modestes, des longues nuits à mélanger les ingrédients dans le jardin d'hiver. L'expansion aux Galeries Lafayette nécessita des ajustements dans la production et le marketing. Alix travaillait de longues heures, mais réservait toujours du temps pour ses enfants. Les week-ends étaient sacrés, promenades, cinéma, jeux à la piscine. Elle construisait des souvenirs heureux pour compenser l'absence d'un père. Un après-midi, alors qu'elle supervisait la conception du nouvel emballage premium, Martine entra, l'air préoccupé. « Madame Dubois, une journaliste du magazine Élégance Vie, insiste pour vous interviewer. Elle dit qu'elle veut faire un reportage sur les femmes entrepreneurs qui ont réussi seules. » Alix fronça les sourcils. Elle avait toujours évité la publicité personnelle, protégeant jalousement sa vie privée et celle de ses enfants.
Dis-lui que je ne parle que de l'entreprise, pas de ma vie personnelle. Je le lui ai déjà dit, mais elle insiste. Elle a mentionné que ce serait une grande inspiration pour d'autres femmes en situation difficile. Alix hésita. D'une part, elle valorisait sa vie privée. D'autre part, elle se souvenait de ses propres jours de désespoir, quand elle aurait donné n'importe quoi pour savoir qu'il était possible de s'en sortir. Elle accepta l'interview, mais avec des conditions claires. Rien sur les enfants, rien sur leur père. L'interview, publiée un mois plus tard, propulsa Alix à un niveau de reconnaissance inattendu. Son histoire, racontée avec discrétion mais honnêteté, résonna auprès de milliers de femmes. Les ventes montèrent en flèche, et bientôt arrivèrent des invitations pour des conférences et des événements. « Je ne veux pas être une personnalité publique », confessa-t-elle à son amie Hélène lors d'un déjeuner. « Je voulais juste construire quelque chose pour mes enfants. »« Tu as construit plus que ça », répondit Hélène. « Tu as créé un exemple qu'il est possible de se réinventer après la douleur. » Le succès apporta de nouveaux défis, des concurrents qui tentaient de copier ses formules, des offres de rachat de grandes corporations, des propositions pour s'étendre internationalement. Alix naviguait ses eaux avec la sagesse acquise au fil des années de lutte. Chaque décision était prise en pensant à l'héritage de Madame Éléonore et à l'avenir de ses enfants. Une nuit, alors qu'elle signait des documents dans son bureau, Pierre entra silencieusement et s'assit à côté d'elle. « Maman, es-tu heureuse ?» demanda-t-il avec le sérieux qui le caractérisait. Alix le regarda, surprise. « Bien sûr, mon amour. Pourquoi me demandes-tu cela ? Tu travailles beaucoup, dit l'enfant. Et parfois, quand tu crois que nous ne te voyons pas, tu as l'air triste. » La perspicacité de son fils la toucha. À son âge, Pierre voyait au-delà des apparences. « Je suis très heureuse avec vous, » répondit-elle avec sincérité. Parfois, les adultes se souviennent de choses tristes du passé, mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas heureux maintenant. Pierre hocha la tête, satisfait de la réponse. Avant de sortir, il s'arrêta à la porte. « Papa a été bête de te laisser partir, » dit-il avec une maturité surprenante. « Tu es la meilleure maman du monde. » Quand elle fut seule, Alix laissa les larmes couler librement. Son fils avait raison. Malgré le succès professionnel, parfois l'ombre du passé obscurcissait son présent, mais il avait aussi raison sur quelque chose de plus important. Elle était heureuse, réellement heureuse de la vie qu'elle avait construite. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette vie était sur le point de croiser à nouveau celle de l'homme qu'il avait autrefois rejeté dans des circonstances qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Le salon de réception de l'Hôtel Impérial de Paris resplendissait de lumière et de verrerie fine. L'élite politique et économique de Paris s'était réunie pour le dîner de collecte de fonds de Sébastien Duval, le candidat favori au poste de président de région. Sébastien, à 40 ans, se déplaçait parmi les invités avec l'assurance de celui qui est né pour diriger. Son costume sur mesure, son sourire parfait et ses cheveux légèrement argentés aux tempes lui donnaient un air d'homme d'état mûr, mais vigoureux. « Sébastien, les sondages te sont favorables de 15 points, » commenta un homme d'affaires en lui tapant dans le dos. « La région sera à toi. »« Ne célébrons pas avant l'heure, » répondit-il avec une fausse modestie. « Il reste encore la campagne finale. » Dans un coin du salon, M. Guillaume Leroy observait son futur gendre avec satisfaction. Après 7 ans de fiançailles, le mariage entre Sébastien et sa fille Blanche allait enfin se concrétiser. Un mariage opportun pour les deux familles, surtout maintenant que les Duval faisaient face à des difficultés financières qu'ils gardaient secrètes. « Ton discours sur les valeurs familiales était excellent, » dit M. Leroy lorsque Sébastien s'approcha. « Et ma proposition économique a assuré le soutien des entreprises, » ajouta Sébastien. « Cette campagne est pratiquement gagnée. » Ce que personne dans ce salon ne savait, c'est que derrière la façade de succès et de confiance, Sébastien Duval portait les fantômes du passé. Dans ces moments de solitude, le souvenir d'Alix Dubois apparaissait comme une ombre persistante. Il n'avait jamais vraiment cru qu'elle était enceinte. Dans son esprit, ce n'était qu'une tentative désespérée de l'attirer quand il avait déjà décidé d'épouser Blanche. Au fil des ans, cet épisode s'était transformé en la preuve définitive qu'on ne pouvait pas faire confiance aux femmes. « Les femmes mentent pour obtenir ce qu'elles veulent », avait-il dit lors d'une réunion privée avec des conseillers, tous des hommes. C'est pourquoi nous devons protéger les familles traditionnelles. Cette vision déformée se reflétait dans sa plateforme politique, restriction aux mères célibataires, réduction des aides sociales, promotion du modèle familial traditionnel, le tout enveloppé dans un discours de responsabilité individuelle et de valeur. Cette nuit-là, après l'événement, Sébastien rentra dans son Penthouse du centre de Paris. Blanche l'attendait, révisant les détails du mariage qui aurait lieu dans un mois. « Ton père semblait satisfait ?» commenta Sébastien en se servant un whisky. « Il l'est », répondit Blanche, sans lever les yeux des échantillons d'invitation. Ce mariage lui assure un soutien politique pour sa prochaine campagne au Sénat. La froideur entre eux était palpable. Après 7 ans de fiançailles, ils maintenaient une relation cordiale, mais distante. Tous deux savaient qu'ils se mariaient par convenance. Lui pour les connexions politiques des Leroy,
elle pour la position sociale des Duval. « As-tu décidé pour la lune de miel » demanda Blanche. « Paris, 1 semaine » répondit Sébastien. « Je ne peux pas m'absenter plus longtemps de la campagne. » Blanche hocha la tête sans montrer de déception. Il y avait longtemps qu'elle avait accepté la nature de leur relation. « Au fait, ton père a appelé » dit-elle en changeant de sujet. « Il semble préoccupé par quelque chose lié à l'entreprise. » Sébastien fronça les sourcils. Bâtiment Duval, l'empire familial traversait une crise silencieuse. Investissements ratés, projets abandonnés et mauvaise gestion avaient laissé l'entreprise au bord de la faillite. Seule l'apparence de solidité et les connexions politiques maintenaient l'affaire à flot. « Je le rencontrerai demain », dit Sébastien en terminant sa boisson. « Ça doit être comme d'habitude, il a besoin de plus de fonds. » Le lendemain, au bureau de la présidence des bâtiments Duval, Robert Duval reçut son fils avec une expression grave. « La situation est critique », dit-il sans préambule. La banque menace d'exécuter l'hypothèque de l'immeuble du siège social. Sébastien passa la main dans ses cheveux, geste qu'il faisait lorsqu'il était tendu. « Combien avons-nous besoin ? 5 millions pour commencer, » répondit son père, « et 10 autres pour stabiliser l'entreprise. » Impossible. Sébastien frappa le bureau. « Nous sommes en pleine campagne. Je ne peux pas détourner des fonds maintenant. Sans ces fonds, il n'y aura pas d'entreprise familiale à vanter dans ta campagne, » répliqua Robert. « Tout ton discours sur le succès entrepreneurial s'effondrera. » La tension entre père et fils était évidente. Robert reprochait à Sébastien d'avoir abandonné la gestion de l'entreprise pour poursuivre sa carrière politique. Sébastien reprochait à son père des investissements risqués et une mauvaise administration. « Je parlerai à monsieur Guillaume », dit finalement Sébastien. « Peut-être qu'il pourra avancer une partie de l'investissement promis pour après le mariage. »« Fais vite », avertit Robert. « Nous ne pouvons pas maintenir les apparences beaucoup plus longtemps. » Cet après-midi-là, lors d'un déjeuner avec son équipe de campagne, Charles Dubois, son chef de presse, mentionna quelque chose qui capta l'attention de Sébastien. « Tu te souviens d'Alix Dubois, ton ancienne secrétaire ?» demanda-t-il nonchalamment. « Il paraît qu'elle est maintenant une femme d'affaires très prospère. Sa marque de cosmétiques est dans tous les magasins de luxe. » Sébastien faillit s'étouffer avec son eau. « Alix, ma secrétaire ? La même ?» confirma Charles. « J'ai lu un reportage sur elle dans Élégance Vie. De secrétaire rejetée à millionnaire. Toute une histoire de réussite. Mentionnait-elle autre chose ?» demanda Sébastien, essayant de paraître désintéressé. « Juste qu'elle est mère célibataire de jumeaux », répondit Charles, très réservé sur sa vie personnelle. La nouvelle frappa Sébastien comme un coup de poing. Jumeaux. Alix avait vraiment été enceinte. Un instant, le doute s'installa dans son esprit, mais il le rejeta rapidement, le remplaçant par une nouvelle narration. Elle avait sûrement été enceinte d'un autre homme, après l'avoir quitté. « Procure-moi cet article », ordonna-t-il à Charles. Par curiosité, cette nuit-là, dans la solitude de son bureau, Sébastien lut le reportage sur Alix. La photo montrait une femme élégante et sûre d'elle, très différente de la jeune femme timide dont il se souvenait. L'article faisait l'éloge de sa vision entrepreneuriale, de sa ligne de produits naturels et de sa philosophie d'entreprise. Mais ce qui irritait le plus Sébastien était le ton d'admiration. Alix était présentée comme un modèle de réussite, une femme qui avait triomphé contre toute attente. Son succès semblait une moquerie personnelle, un rappel qu'elle avait prospéré après son rejet. La rancœur qu'il croyait oubliée ressurgit avec force. Dans son esprit déformé, le succès d'Alix était presque une insulte. Elle aurait dû échouer, elle aurait dû subir les conséquences de l'avoir défiée. Une idée malveillante commença à prendre forme dans sa tête. Son mariage avec Blanche serait l'événement social de l'année, couvert par tous les médias. Quelle meilleure façon de montrer son triomphe qu'en invitant Alix. Elle pourrait voir de ses propres yeux ce qu'elle avait perdu en le rejetant, la vie de luxe et de pouvoir qu'elle aurait pu partager. Il appela Charles, son chef de presse. « J'ai besoin de l'adresse d'Alix Dubois. Je veux lui envoyer une invitation personnelle à mon mariage. »« Vous êtes sûr ?» demanda Charles, surpris. « Je ne savais pas que vous mainteniez le contact. C'est une vieille amie, » mentit Sébastien avec un sourire froid. « J'aimerais qu'elle voie le chemin que j'ai parcouru. » Ce que Sébastien n'imaginait pas, c'est que cette invitation, née de la rancœur et de l'arrogance, ouvrirait la porte à des conséquences qui changeraient à jamais le cours de leurs deux vies. Le bureau d'Alix, au dernier étage des Parfums Éléonore, offrait une vue panoramique sur Paris. Assise devant son bureau en chêne, elle révisait les rapports du dernier trimestre lorsque Martine entra avec le courrier. « Courrier personnel », dit-elle, en posant une petite pile d'enveloppes sur le bureau. Et ceci est arrivé. Martine laissa une enveloppe élégante, couleur ivoire avec des bords dorés. Alix la prit avec curiosité. Il n'y avait pas d'expéditeur, juste son nom écrit en calligraphie impeccable. « Merci Martine. Tout est prêt pour la réunion avec les distributeurs ? Tout est préparé. » Dans 20 minutes en salle de réunion. Quand elle fut seule, Alix ouvrit la mystérieuse enveloppe. À l'intérieur,
Il y avait une invitation de mariage sur papier épais et parfumé. En lisant les noms des mariés, la couleur quitta son visage. Sébastien Duval et Blanche Leroy ont l'honneur de vous inviter à leur mariage. Ses mains tremblèrent. Après 7 ans sans nouvelles de lui, recevoir cette invitation était comme un coup inattendu, mais le pire était à venir. Jointe à l'invitation, il y avait une note manuscrite. « Alix, viens voir ce que tu as perdu. Apporte ton bâtard si tu veux. Ce sera instructif pour lui de voir ce que sa mère a rejeté. » Sébastien, la rage lui monta à la gorge comme de la bile. Bâtard au singulier. Évidemment, Sébastien ne savait pas pour les jumeaux, et il croyait clairement toujours qu'elle avait essayé de le piéger. Avec une fureur contenue, elle déchira l'invitation en morceaux et les jeta à la poubelle. Elle respira profondément plusieurs fois, essayant de se calmer avant la réunion. Elle ne permettrait pas à Sébastien de ruiner sa journée, sa vie à nouveau. La réunion se déroula normalement, bien qu'Alix dut s'efforcer de rester concentré. Les mots cruels de Sébastien résonnaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs douloureux du passé. Cette nuit-là, en récupérant les jumeaux de leur cours de natation, elle les observa avec des yeux nouveaux. Paul et Pierre, âgés de 7 ans, étaient des enfants heureux, intelligents et sûrs d'eux. Ils avaient grandi entourés d'amour, sans l'ombre d'un père qui les avait rejetés avant leur naissance. « Il se passe quelque chose, maman ?» demanda Pierre, toujours sensible aux humeurs de sa mère. « Rien, mon chéri, » sourit Alix. « Je pensais juste à quel point je vous aime. » À la maison, après avoir couché les enfants, Alix sortit une boîte du fond de son armoire. Elle contenait des souvenirs qu'elle n'avait pas revus depuis des années. La seule photo qu'elle avait gardée de Sébastien, le résultat positif de sa grossesse, des coupures de journaux sur les succès politiques de Sébastien. Elle l'avait suivi de loin, plus par précaution que par intérêt. Elle était au courant de ses fiançailles avec Blanche, de sa carrière politique fulgurante, de sa candidature au poste de président de région. Elle comprenait maintenant pourquoi, après 7 ans de fiançailles, il se mariait enfin. Les élections étaient proches, et un candidat marié inspirait plus de confiance. Le téléphone interrompit ses pensées. C'était Hélène, son amie et avocate. « Tu as vu les nouvelles ?» demanda-t-elle sans saluer. « Ton ex est sur toutes les chaînes, annonçant son mariage du siècle. »« J'ai reçu son invitation, » répondit Alix avec amertume, avec une note personnelle plutôt désagréable. « Il t'a invité? Pourquoi ferait-il ça? Pour m'humilier, je suppose. Pour me montrer ce que je perdais en ne faisant pas avorter mes enfants. » Le silence de l'autre côté de la ligne fut éloquent. « Alix, » dit finalement Hélène, « as-tu envisagé que ce pourrait être ton opportunité? » « Opportunité de quoi? Pour la vérité. Pour que Sébastien et le monde sachent qu'il a rejeté ses propres enfants, que pendant qu'il prêche les valeurs familiales, il a abandonné sa vraie famille. » Alix secoua la tête, bien que son ami ne pût la voir. « Je n'exposerai pas mes enfants à ce cirque ni à son rejet. Pense-y, » insista Hélène. « Pas par vengeance, mais par justice. Ces enfants méritent d'être reconnus, et si Sébastien veut être président de région, il devrait faire face à la vérité de son passé. » Après avoir raccroché, Alix ne put dormir. Les mots d'Hélène se mêlaient à la note cruelle de Sébastien. Son ami avait raison. Il était temps que la vérité éclate. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Paul posa une question inattendue. « Maman, pourquoi ne voyons-nous jamais papa? Tous mes amis ont un papa, même si certains sont divorcés. » Alix faillit renverser son café. Pierre cessa de manger, attentif à la réponse. « Je vous ai déjà dit que votre père n'était pas prêt à être papa, » répondit-elle calmement. « Mais nous sommes grands maintenant, » insista Paul. « Nous ne pouvons pas le connaître? »« Il ne veut pas nous connaître, » ajouta Pierre d'une petite voix. Le cœur d'Alix se serra. Ses enfants grandissaient et les explications simples ne suffisaient plus. Il méritait la vérité. « Votre père ne sait pas que vous êtes jumeaux, » dit-elle finalement. Lui, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il ne m'a pas cru. Il a pensé que je mentais. Les enfants la regardèrent, confus. « Pourquoi penserait-il ça ?» demanda Pierre. « Parfois, les adultes ont peur et il est plus facile de ne pas croire quelque chose qui leur fait peur, » expliqua Alix. Il avait des projets différents pour sa vie et un bébé n'en faisait pas partie. « 2 bébés l'auraient encore plus effrayé ?» demanda Paul avec une logique enfantine. Alix sourit malgré la situation. « Probablement. »« Comment s'appelle-t-il » demanda Pierre. « On peut voir une photo ?» Alix hésita. Elle n'avait jamais caché le nom de Sébastien à ses enfants, mais elle ne le mentionnait pas non plus. Elle décida qu'il méritait de savoir. Elle chercha dans son téléphone et leur montra une image de Sébastien qu'elle avait gardée d'un article récent. Les enfants l'étudièrent avec curiosité. « Nous avons ses yeux », observa Pierre, « et son nez », ajouta Paul en touchant le sien. Alix hocha la tête. La ressemblance était indéniable, surtout maintenant que les traits des enfants se définissaient davantage. « C'est important ?» demanda Pierre soudainement. « Qui, mon chéri? Papa? Est-ce quelqu'un d'important ?» Alix hésita de nouveau.
C'est un homme politique. Il veut être président de région. Les yeux de Paul s'écarquillèrent de surprise. Notre papa sera président de région. C'est génial. Ce n'est pas notre papa, corrigea Pierre avec un sérieux impropre à son âge. C'est juste l'homme qui nous a fait. Papa est celui qui te soigne et t'aime. La maturité de son fils émut Alix aux larmes. Elle le serra fort dans ses bras. Tu es très sage, mon amour. Cette conversation changea quelque chose en Alix. Ses enfants méritaient la vérité, mais ils méritaient aussi d'être reconnus, non par vengeance contre Sébastien, mais par justice pour eux. Cette nuit-là, elle récupéra les morceaux de l'invitation à la poubelle et les recolla soigneusement. Puis elle appela Hélène. « J'ai besoin de tes conseils juridiques », dit-elle sans préambule. « Que se passerait-il si j'apparaissais à ce mariage avec les jumeaux ? Cela dépend de ton objectif, » répondit Hélène. « Veux-tu un scandale ? Ou une reconnaissance légale? Je veux que mes enfants aient ce qui leur revient de droit, non seulement des biens matériels, mais leur identité complète. Alors, nous avons besoin de preuves de paternité et d'une stratégie juridique solide, dit Hélène. Et surtout, de préparer les enfants à ce qui pourrait arriver. Alix regarda par la fenêtre vers le jardin où Paul et Pierre jouaient sous la lumière du crépuscule. La décision était prise. Elle assisterait au mariage de Sébastien, non par rancœur ni vengeance, mais pour ses enfants. « Prépare tout », dit-elle à Hélène. « Sébastien Duval connaîtra ses enfants, qu'il le veuille ou non. Ce qu'Alix ne pouvait prévoir, c'est comment cette rencontre, née d'une invitation malveillante, changerait à jamais non seulement la vie de Sébastien, mais aussi la sienne et celle de ses enfants. La décision était prise. L'enveloppe avec l'invitation reposait sur la table de la salle à manger, tandis qu'Alix contemplait l'avenir qui s'ouvrait devant elle. Ce ne serait pas facile. Rien qui en vaille la peine ne l'était. Le lendemain matin, elle appela Hélène pour commencer les préparatifs légaux. « J'ai besoin de preuves de paternité irréfutables », expliqua Alix. « Quelque chose que ni Sébastien ni son armée d'avocats ne pourront contester. J'ai des contacts dans le meilleur laboratoire de génétique du pays, répondit Hélène. Nous pouvons utiliser des échantillons de cheveux des enfants et les comparer à l'ADN de Sébastien. Comment obtiendrons-nous son ADN? Il a constamment des apparitions publiques. Une tasse, une fourchette, n'importe quel objet qu'il touche fera l'affaire. Au cours des semaines suivantes, Alix divisa son temps entre la direction de son entreprise, la préparation de ses enfants et la planification de chaque détail de la rencontre. Rien ne fut laissé au hasard. Un après-midi, elle visita la boutique la plus exclusive de Paris. La propriétaire, une Française élégante de 60 ans, la reçut personnellement. « Je veux quelque chose d'inoubliable », expliqua Alix. « Une robe qui exprime le succès, la confiance et la dignité. » Après avoir essayé plusieurs modèles, elle trouva la parfaite. Un design couleur émeraude qui rehaussait ses yeux avec une coupe impeccable, qui mettait en valeur sa silhouette sans être provocante. C'était la robe d'une femme sûre d'elle, pas de quelqu'un cherchant vengeance. Pour les jumeaux, elle choisit de petits costumes, mais formels, identiques en design, mais dans des tons légèrement différents. Bleu marine pour Paul, bleu cobalt pour Pierre. La ressemblance avec leur père serait encore plus évidente ainsi. La voiture fut aussi une décision stratégique. Alix commanda une Bentley Continental noire, symbole discret, mais sans équivoque de succès. Ce n'était pas de l'ostentation, mais une déclaration silencieuse. « J'ai réussi sans toi ». Mais la préparation la plus importante et délicate fut émotionnelle. Une nuit, après le dîner, elle réunit les jumeaux dans le salon. « Nous devons parler de quelque chose d'important », commença-t-elle en s'assiant entre eux sur le canapé. « Vous souvenez-vous que vous m'avez posé des questions sur votre père ?» Les enfants hochèrent la tête, soudainement attentifs. « Bientôt, vous allez le rencontrer », continua Alix d'une voix douce. « Nous irons à un événement où il sera. »« Il sait que nous y allons ?» demanda Pierre, toujours analytique. « Il ne sait pas que vous êtes deux », répondit Alix avec honnêteté. « Quand je lui ai dit qu'il ne m'avait pas cru pour la grossesse, cela signifiait qu'il n'a jamais su que vous étiez né. » Paul, impulsif comme toujours, sauta du canapé. « Alors, ce sera une surprise, comme dans les films quand le papa découvre qu'il a des enfants ?» Alix sourit à son enthousiasme. « Quelque chose comme ça, mais la vraie vie est plus compliquée que les films. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose de très important. Je ne sais pas comment votre père réagira. Il pourrait ne pas nous vouloir. » La voix de Pierre était à peine audible. Alix serra son fils sensible dans ses bras. « Votre valeur ne dépend pas de s'il vous veut ou non, » dit-elle avec fermeté. « Vous êtes merveilleux, intelligent et bon. S'il ne peut pas voir cela, c'est sa perte, pas la vôtre. » Les questions continuèrent pendant des jours. Des questions simples, directes, déchirantes dans leur innocence. Pourquoi ne nous a-t-il jamais cherchés? A-t-il d'autres enfants? Sera-t-il heureux de nous voir? Alix répondait avec la vérité, adaptée à leur âge, sans diaboliser Sébastien, mais sans excuser ses actions. C'était un équilibre délicat. Un après-midi, tandis qu'elle les observait nager dans la piscine,
Hélène arriva avec une enveloppe scellée. « Les résultats sont arrivés », annonça-t-elle en lui tendant le document. « Compatibilité de 99,98%. Il n'y a aucun doute possible. » Alix respira profondément. Elle avait maintenant la preuve scientifique, qui étayait ce qu'elle avait toujours su. « Tu es sûr de ça ?» demanda Hélène. « Tu peux encore reculer. »« Mes enfants méritent leur identité complète », répondit Alix. « Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. » À mesure que la date approchait, elle intensifia la préparation psychologique des jumeaux. Avec l'aide d'une psychologue pour enfants, elle créa un environnement où ils pouvaient exprimer leurs peurs et leurs espoirs. « Et s'ils nous crient dessus ?» demanda Paul lors d'une de ces sessions. « Je serai avec vous tout le temps, » promit Alix. « Personne ne vous criera dessus et si quelqu'un essaie, nous partirons immédiatement. Et s'il veut nous emmener avec lui ?» La question de Pierre révélait une peur plus profonde. « Personne ne peut vous séparer de moi, » assura Alix. « Vous êtes mes enfants et vous le serez toujours. » La psychologue, impressionnée par la maturité des enfants, lui assura qu'ils étaient émotionnellement préparés pour la rencontre. « Ils ont grandi avec tant d'amour et de sécurité qu'ils ont une base solide, » expliqua-t-elle. De plus, ils ont une curiosité naturelle à connaître leurs origines, ce qui est sain. Une semaine avant l'événement, Alix reçut un appel inattendu. C'était Lucie, la petite fille de Madame Éléonore, qui était revenue d'Europe après avoir terminé ses études de médecine. « Je viens de tout apprendre, » dit la jeune femme. « Je veux que tu saches que je te soutiens entièrement. Ma grand-mère serait fière de toi. »« Merci, Lucie, ça compte beaucoup pour moi. Puis-je t'accompagner ce jour-là » offrit-elle. Pas pour interférer, juste comme soutien moral. Alix accepta, reconnaissante. Avoir un visage ami au milieu de la tempête qui s'annonçait serait réconfortant. La veille du grand jour, après avoir couché les enfants, Alix vérifia chaque détail une dernière fois. Les documents légaux, les résultats ADN, les costumes préparés, la voiture réservée. Assise sur son balcon sous les étoiles, elle se rappela la jeune femme effrayée qu'elle avait été, enceinte et seule, pleurant sur un banc du parc. Comme elle avait changé depuis, la douleur était toujours là, comme une cicatrice qui ne fait plus mal, mais ne disparaît jamais complètement. Mais maintenant, cette douleur était accompagnée de fierté, de force et de détermination. « Merci, Madame Éléonore », murmura-t-elle aux étoiles. « Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. » Dans sa chambre, elle sortit une petite boîte de sa table de chevet. À l'intérieur, il y avait une broche ancienne en argent avec une émeraude, cadeau de Madame Éléonore sur son lit de mort. « Porte-la quand tu auras besoin de courage », lui avait dit l'ancienne dame. « C'était à ma mère et à sa mère avant elle. Maintenant, elle est à toi. » Alix l'épingla sur la robe qu'elle porterait le lendemain. Elle n'était pas superstitieuse, mais c'était un rappel tangible qu'elle n'était pas seule. Elle portait en elle l'héritage d'une femme forte, qui avait cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait. Avec cette pensée réconfortante, elle se prépara à dormir. Demain serait le jour qui changerait tout. Le jour où Sébastien Duval affronterait la vérité qu'il avait niée pendant 7 ans. Le jour où Paul et Pierre rencontreraient l'homme qui leur avait donné la vie, mais leur avait refusé leur nom. Alix ne cherchait pas à détruire Sébastien. La vengeance n'avait jamais été sa motivation. Elle voulait juste que ses enfants aient ce qu'ils méritaient, reconnaissance, identité et la vérité sur leurs origines. Ce que Sébastien ferait de cette vérité était son affaire. Avec cette clarté de but, elle finit par s'endormir. Tandis qu'ailleurs dans la ville, Sébastien Duval célébrait sa dernière nuit de célibataire, complètement inconscient du tremblement de terre qui était sur le point de secouer les fondations de sa vie soigneusement construite. Le salon privé du cercle d'affaires parisien resplendissait de lumière tamisée et de verrerie fine. 30 hommes en costume coûteux trinquaient à Sébastien Duval, le futur président de région, le futur époux, l'homme du moment. À Sébastien, s'exclama Charles, son chef de presse, levant une coupe de champagne. Demain, un mariage, dans 6 mois, une présidence de région. Les applaudissements et les acclamations remplirent la salle. Sébastien souriait, acceptant les félicitations avec la confiance de celui qui a toujours obtenu ce qu'il désire. « Merci, mes amis », dit-il en levant sa coupe. « Demain commence une nouvelle étape avec Blanche à mes côtés, et avec votre soutien, nous mènerons cette région à la grandeur qu'elle mérite. » Ce que ses invités ne pouvaient pas voir, c'est le vide derrière ses paroles. Ce mariage, comme tout dans sa vie, était une transaction stratégique. Blanche apportait des connexions politiques et une image de famille traditionnelle. Il offrait le nom Duval et des promesses de pouvoir. Dans un coin du salon, Robert Duval observait son fils avec une expression sombre. L'entreprise familiale était au bord de l'effondrement, soutenue à peine par les apparences et les promesses. Ce mariage était leur dernier espoir de salut financier. « Ton discours sur les valeurs familiales pour la réception est prêt », informa Charles en s'approchant de Sébastien.
L'équipe d'images suggère que tu mentionnes tes projets d'avoir des enfants bientôt. Les électeurs adorent les politiciens avec des bébés. Sébastien hocha la tête distraitement. Des enfants. Le mot évoqua un souvenir inconfortable. Alix Dubois, son ancienne secrétaire, enceinte et suppliante. 7 ans plus tard, il se demandait encore occasionnellement si elle avait vraiment été enceinte de lui. Mais ses pensées étaient rapidement écartées. Elle avait menti. Il en était sûr. Un stratagème pour l'attraper. Au fait, ajouta Charles, 95% des invités ont confirmé leur présence, y compris ton ami spécial. Sébastien sourit avec malice. Alix viendrait. Elle pourrait voir de ses propres yeux ce qu'elle avait perdu, la vie de pouvoir et de privilèges qu'elle aurait pu partager si elle n'avait pas essayé de le tromper. Parfait, répondit-il en savourant d'avance son humiliation. Pendant ce temps, à des kilomètres de distance, dans l'élégante résidence des Dubois, Alix vivait une nuit très différente. Assise sur le lit des jumeaux, elle leur lisait une histoire pour dormir. Paul et Pierre, épuisés par l'excitation de la journée, luttaient contre le sommeil. « Maman, comment saurons-nous qui est notre papa demain ?» demanda Paul en se frottant les yeux. « Vous le reconnaîtrez » répondit Alix avec douceur. « Il vous ressemble beaucoup et il nous reconnaîtra ?» La voix de Pierre révélait son anxiété. « Dès qu'il vous verra » assura Alix. « Vous avez ces mêmes yeux. » Quand ils se furent enfin endormis, Alix les contempla en silence. Enlacés comme toujours, ils semblaient si petits, si vulnérables. Faisait-elle la bonne chose en les exposant à ce qui pourrait être un rejet douloureux? Le doute la tourmentait. Dans sa chambre, elle examina une fois de plus la robe émeraude suspendue dans l'armoire. À côté d'elle, les petits costumes des jumeaux attendaient le grand jour. Tout était prêt. Le téléphone sonna. C'était Hélène. « Comment sont les nerfs ?» demanda son ami. « Comme si j'avais bu 10 tasses de café », confessa Alix. « Hélène, et si cela les blessait? Et si Sébastien les rejetait publiquement? » « C'est un risque, » reconnut Hélène. « Mais pense à l'avenir. Que se passera-t-il quand ils auront 15 ans et découvriront que leur père est une figure publique? Que leur diras-tu quand ils te demanderont pourquoi tu ne leur as jamais permis de le connaître ?» Alix soupira. Son ami avait raison. Ce n'était pas seulement une décision sur le présent, mais sur l'avenir de ses enfants. De plus, continua Hélène, nous avons le plan B. Si les choses tournent mal, Lucie et moi serons prêtes à les faire sortir discrètement. Les enfants ne remarqueront même pas que quelque chose s'est mal passé. Après avoir raccroché, Alix tenta de dormir, mais le sommeil la fuyait. Elle se leva et marcha jusqu'à son bureau. Sur le bureau, il y avait un dossier avec des documents légaux, les résultats ADN, la reconnaissance de paternité qu'elle espérait que Sébastien signerait, les papiers pour garantir les droits des enfants. Elle ne cherchait pas d'argent. Parfums et Léonore généraient suffisamment de revenus pour leur offrir une vie privilégiée. Ce qu'elle cherchait était plus précieux. Identité, vérité, reconnaissance. Elle ouvrit son ordinateur et consulta les dernières nouvelles. Le mariage de Sébastien Duval faisait les gros titres de tous les médias locaux. L'union politique de l'année. Duval scelle son alliance avec la famille Leroy. Mariage du futur président de région rassemble l'élite politique. Les photographies montraient Sébastien et Blanche lors de divers événements. Toujours souriant, toujours parfait. La jeune héritière, avec sa beauté classique et son allure aristocratique, semblait la compagne idéale pour un politicien ambitieux. Alix ferma l'ordinateur. Elle ne ressentait ni jalousie ni rancœur envers Blanche, si tant est qu'elle ressentit une étrange compassion. Cette femme était sur le point d'épouser un homme incapable d'aimer quiconque, sauf lui-même. Elle retourna dans sa chambre et s'arrêta devant le miroir. Le temps avait été généreux avec elle. À 35 ans, sa beauté s'était raffinée. Les difficultés ne l'avaient pas endurcie, mais renforcée. Ses yeux reflétaient une sérénité qui ne vient que d'avoir affronté le pire et d'avoir survécu. « Demain », murmura-t-elle à son reflet. « Demain, cette histoire se termine. » Dans la chambre voisine, Paul et Pierre dormaient profondément, inconscients du drame adulte qui les enveloppait. Dans leurs rêves d'enfants, il n'y avait pas de pères absents ni de reconnaissance légale, seulement des aventures et des découvertes. Alix s'allongea finalement, laissant la fatigue vaincre l'anxiété. Sa dernière pensée avant de dormir fut pour Madame Éléonore. « Guide-moi demain », demanda-t-elle en silence. « Donne-moi ta force et ta sagesse. » Pendant qu'Alix trouvait enfin le repos, de l'autre côté de la ville, Sébastien Duval rentrait ivre dans son Penthouse. Sa soirée d'adieu au célibat s'était terminée comme tant d'autres nuits, avec des excès et une fausse camaraderie. Seul dans sa chambre, il regarda par la fenêtre les lumières de Paris. Demain serait le jour qui consoliderait son ascension. Rien ne pourrait mal tourner, rien ne pourrait l'arrêter. Comme il se trompait. La cathédrale Saint-Michel de Paris resplendissait sous le soleil du matin. Ses portes séculaires accueillaient l'élite politique et économique. Limousines et voitures de luxe formaient une file interminable sur l'avenue. À l'intérieur, des arrangements floraux blancs et dorés décoraient chaque banc.
Un quatuor à cordes jouait tandis que les invités prenaient place. Photographes et journalistes, soigneusement sélectionnés, documentaient l'événement de l'année. Dans la sacristie, Sébastien ajustait sa cravate devant un miroir. Son costume noir, fait sur mesure à Milan, accentuait sa silhouette athlétique. À son âge, il était au sommet. Cheveux noirs avec des mèches grises stratégiques, visage bronzé, sourire parfait. 5 minutes, annonça Charles. La cathédrale est pleine, tous les médias sont là. Sébastien hocha la tête, satisfait. Tout se déroulait comme prévu. Son regard s'arrêta sur la liste des invités. Un nom était marqué d'un cercle rouge. Alix Dubois. Est-elle arrivée? Demanda-t-il à Charles. Pas encore, mais elle a confirmé sa présence. Un sourire cruel se dessina sur son visage. Il imaginait Alix observant depuis un coin, témoin de son triomphe, regrettant ce qu'elle aurait pu avoir. À des kilomètres de là, Alix apportait les dernières touches à son apparence. La robe émeraude s'ajustait parfaitement à sa silhouette. Ses cheveux, relevés en un chignon élégant, révélaient la broche en argent et émeraude de Madame Éléonore. Dans la chambre voisine, Lucie aidait les jumeaux avec leurs cravates. Paul ne pouvait rester en place, excité. Pierre, plus réservé, observait tout attentivement. « On est beau, tata Lucie ?» demanda Paul en se tournant pour montrer son costume. « Les plus beaux du monde ?» sourit Lucie, ajustant le col de sa chemise. Hélène arriva ponctuellement. En tant qu'avocate d'Alix, elle portait une mallette avec tous les documents nécessaires. « La voiture est prête », annonça-t-elle. Tous préparés. Alix respira profondément et hocha la tête. Il n'y avait pas de retour en arrière. La Bentley Continental noire avançait avec élégance dans les rues de Paris. À l'intérieur, Alix gardait son calme tandis que son cœur battait à tout rompre. Les jumeaux, assis entre elle et Lucie, regardaient fascinés par les fenêtres. « Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé », dit Alix d'une voix douce. « Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble là, dedans. Et s'il ne nous aime pas ?» La voix de Pierre était à peine audible. « Alors il sera l'homme le plus stupide du monde », répondit Lucie en lui serrant la petite main. La voiture s'arrêta devant la cathédrale alors que la cérémonie était sur le point de commencer. L'arrivée de l'élégante Bentley attira des regards curieux. Lorsque le chauffeur ouvrit la porte et qu'Alix en sortit avec sa robe émeraude, les murmures commencèrent. « Qui est-elle? C'est une actrice? Pourquoi arrive-t-elle maintenant ?» Les questions circulaient parmi les invités à l'entrée. Lucie sortit ensuite, aidant les jumeaux à descendre. L'effet fut immédiat. Ceux qui connaissaient Sébastien ne purent cacher leur surprise. Les enfants étaient son portrait craché à cet âge. Avec une dignité sereine, Alix prit les mains de ses enfants et avança vers l'entrée. Le garde vérifia leurs invitations et leur permit de passer. À l'intérieur, la cérémonie était sur le point de commencer. Blanche, radieuse dans sa robe de créateur parisien, attendait dans une salle latérale avec son père, M. Guillaume Leroy, figure imposante de la politique traditionnelle. Alix et son groupe trouvèrent des places au milieu de la cathédrale, visibles mais pas ostentatoires. Hélène et Lucie flanquaient les enfants tandis qu'Alix s'asseyait au bord du banc, directement visible depuis l'autel. La musique changea. Sébastien apparut par une porte latérale et prit sa place devant l'autel. Son regard parcourut l'assemblée avec satisfaction jusqu'à ce qu'il s'arrête sur Alix. Un sourire de triomphe traversa son visage en la reconnaissant. « Elle est venue voir ce qu'elle a perdu », pensa-t-il avec arrogance. Mais alors il remarqua quelque chose d'étrange. Alix n'était pas seule. À côté d'elle se trouvaient de petits enfants, 2 enfants identiques en costume bleu, 2 enfants avec le même nez, les mêmes yeux, les mêmes cheveux foncés que lui. La couleur quitta son visage. La réalité le frappa avec une force brutale. Des jumeaux. Alix avait eu des jumeaux, ses enfants. Les enfants qu'il avait niés, qu'il avait accusés d'être un mensonge. La marche nuptiale commença. Les invités se levèrent. Blanche apparut à l'entrée au bras de son père, mais Sébastien la voyait à peine. Ses yeux étaient fixés sur les 2 petits qui le regardaient avec curiosité. Monsieur Leroy, politicien expérimenté, remarqua immédiatement la perturbation de son futur gendre. Il suivit son regard jusqu'aux enfants. La ressemblance était indéniable. Ses yeux se plissèrent de suspicion. Blanche arriva à l'autel. Sébastien, pâle et décomposé, put à peine lui prendre la main. « Que t'arrive-t-il » murmura-t-elle, alarmée par son expression. Le prêtre commença la cérémonie, mais les mots semblaient venir de très loin. Sébastien ne pouvait se concentrer. Son monde s'écroulait sous ses yeux. Quand vint le moment des vœux, Sébastien hésita. Les mots refusaient de sortir de sa bouche. Le silence s'étendit, inconfortable, lourd. Monsieur Leroy, impatient, se pencha vers lui. « Que se passe-t-il, mon garçon ? Prononce tes vœux. » Mais Sébastien continuait de regarder les jumeaux. Paul le regardait avec une curiosité ouverte. Pierre, plus réservé, s'accrochait à la main de sa mère. « Je ne peux pas », murmura Sébastien. Finalement, un murmure parcourut la cathédrale. Blanche, humiliée,
lâcha sa main. « Qu'est-ce que cela signifie » exigea M. Leroy, sa voix résonnant dans le silence soudain. Sébastien ne répondit pas. Ses jambes semblaient de plomb alors qu'il descendait les marches de l'hôtel et avançait dans l'allée centrale. Il s'arrêta devant Alix et les enfants. Ce sont. Sa voix se brisa. « Tes enfants » compléta Alix avec calme. Paul et Pierre Dubois, 7 ans, jumeaux identiques. Les flashs des appareils photos commencèrent à crépiter. Les journalistes, oubliant toute discrétion, s'approchèrent pour capter le drame inattendu. Blanche, comprenant finalement ce qui se passait, laissa tomber son bouquet de fleurs. « Tu as des enfants » Sa voix tremblait d'indignation. « Des enfants que tu n'as jamais mentionnés » Monsieur Leroy, politicien conservateur qui avait bâti sa carrière en défendant les valeurs familiales, regarda Sébastien avec un mépris évident. « Tu as abandonné tes propres enfants pendant que tu prêchais la responsabilité familiale. » Sa voix coupante résonna dans la cathédrale. « C'est l'homme que tu voulais que je soutienne pour être président de région ?» Les murmures se transformèrent en clameurs. Des invités sortaient leur téléphone pour filmer. Des journalistes transmettaient en direct. Des photographes capturaient chaque expression. Sébastien, pris à son propre piège, tenta de reprendre le contrôle. « C'est un malentendu, » dit-il en élevant la voix. « Je n'ai jamais su. »« Vous n'avez jamais su ?» interrompit Alix en se levant. « Je vous l'ai dit, je vous ai montré la preuve de la grossesse. Vous m'avez accusé de mentir, d'essayer de vous piéger. Vous m'avez chassé de votre bureau et de votre vie quand j'avais le plus besoin de vous. » Hélène s'avança en ouvrant sa mallette. « Nous avons des preuves ADN, » annonça-t-elle d'une voix claire. « Compatibilité de 99%. Il n'y a aucun doute possible. » Monsieur Leroy prit le bras de sa fille. « Nous partons, Blanche. Cette farce est terminée. »« Attendez, » supplia Sébastien. « Je peux l'expliquer, mais il était trop tard. » Blanche, avec une dignité surprenante, enleva sa bague de fiançailles et la laissa tomber à ses pieds. « Il n'y a rien à expliquer, » dit-elle froidement. « 7 ans d'attente pour un homme qui ne vaut pas une minute de plus de mon temps. » Père et fille s'éloignèrent par l'allée centrale, suivis de murmures et de regards compatissants. Robert Duval, pâle comme un fantôme, s'approcha de son fils. « As-tu idée de ce que tu as fait ?» siffla-t-il. « Tu as tout détruit. Le mariage, l'alliance avec les Leroy, ta carrière politique, tout. » Sébastien l'écoutait à peine. Son regard restait fixé sur les jumeaux, sur ces visages qui étaient un miroir de sa propre enfance. Paul, impulsif comme toujours, rompit le silence. « Tu es notre papa ?» demanda-t-il avec la simplicité directe d'un enfant de 7 ans. La question, innocente et dévastatrice, résonna dans la cathédrale maintenant silencieuse. Tous attendaient la réponse. Sébastien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. 7 ans de déni, de mensonges, de construction d'une image publique basée sur des valeurs qu'il n'avait jamais pratiquées, s'effondrait devant la simple question d'un enfant. « Oui » répondit-il finalement, sa voix à peine audible. « Je suis votre père. » À ce moment-là, un photographe captura l'image qui apparaîtrait dans tous les journaux le lendemain. Sébastien Duval, candidat à la présidence de région, défenseur des valeurs familiales, confessant la paternité des enfants qu'il avait niés pendant 7 ans, tandis que sa fiancée abandonnée et sa famille politique s'éloignaient par l'allée de la cathédrale. Sa carrière politique s'était terminée avant même d'avoir réellement commencé. Et tout cela parce qu'une femme qu'il avait autrefois méprisée eut le courage de l'affronter avec la vérité qu'il avait si longtemps niée. 3 mois plus tard, Alix contemplait le coucher du soleil depuis la terrasse de sa maison. Le jardin baigné de lumière dorée montrait les premiers signes de l'automne. Paul et Pierre jouaient au football, leur rire se mêlant au chant des oiseaux. La vie avait changé pour tous depuis ce jour à la cathédrale. Le scandale Duval, comme l'appelèrent les médias, secoua le paysage politique et social de Paris. Pour Sébastien, les conséquences furent dévastatrices. Monsieur Guillaume Leroy, influent et vengeur, retira publiquement son soutien politique. Les investisseurs, craignant le scandale, abandonnèrent les projets des bâtiments Duval. En quelques semaines, l'entreprise familiale déclara faillite. Sa candidature au poste de président de région s'évanouit comme de la fumée. Le parti, préoccupé par les dégâts à son image, lui demanda discrètement de se retirer. Sébastien Duval, qui rêvait autrefois du palais de la région, vivait maintenant dans un modeste appartement, sa fortune et son prestige perdus. Pour Alix, l'issue apporta un mélange d'émotions. Elle ne ressentait pas de joie pour la chute de Sébastien, mais une profonde sensation de justice. La vérité était enfin sortie. La sonnette interrompit ses pensées. C'était Sébastien, ponctuel pour sa visite hebdomadaire supervisée avec les jumeaux. « Bonsoir », salua-t-il avec formalité. Alix remarqua les changements en lui. Ses vêtements, bien que propres et corrects, n'étaient plus de créateurs. Les rides autour de ses yeux s'étaient approfondies. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois. « Ils sont dans le jardin », indiqua Alix. « Ils vous attendent. » Sébastien hocha la tête
et marcha vers l'endroit où jouaient les enfants. Au début, ces visites avaient été tendues et artificielles. Sébastien, sans expérience avec les enfants, ne savait pas comment établir un lien avec eux. Les jumeaux, confus par l'apparition soudaine d'un père qu'ils n'avaient jamais connu, oscillaient entre curiosité et prudence. Mais avec le temps, quelque chose commença à changer. Paul, extraverti et direct, fut le premier à s'ouvrir. Pierre, plus réservé, observait et évaluait avant d'offrir de petites concessions de confiance. Depuis la terrasse, Alix observait leur interaction. Sébastien s'était agenouillé pour être à leur hauteur, écoutant attentivement tandis que Paul expliquait les règles de son jeu inventé. Pierre, à côté, ajoutait des détails occasionnels. Cet intérêt de Sébastien était-il sincère? Au début, Alix soupçonnait qu'il ne cherchait qu'à réhabiliter son image publique. Mais quelque chose dans sa persévérance, dans sa disposition à continuer à venir semaine après semaine, malgré le rejet initial des enfants, suggérait un changement plus profond. Hélène, toujours pragmatique, avait négocié un accord légal qui protégeait les jumeaux. Sébastien reconnut légalement sa paternité, accepta un régime de visite supervisé et s'engagea à contribuer financièrement selon ses possibilités. Bien qu'Alix eût clairement indiqué qu'elle n'avait pas besoin de son argent, « L'important est qu'il respecte son temps », avait-elle dit. « Mes enfants ont besoin de constance, pas de cadeaux coûteux, ni de promesses vides. » Le téléphone d'Alix sonna. C'était Martine, son assistante. « Madame Dubois, le magazine Dirigeante Monde a appelé. Ils ont confirmé que vous avez remporté le prix de la femme d'affaires de l'année. La cérémonie aura lieu le mois prochain à New York. » La nouvelle était extraordinaire. Cette reconnaissance internationale couronnait des années de travail et de vision. Parfum et Léonore avaient grandi pour devenir une marque respectée internationalement, avec des filiales dans 3 pays et des produits dans les boutiques les plus exclusives du monde. « Merci Martine, confirmez ma présence. » Quand elle raccrocha, elle remarqua que Sébastien l'observait depuis le jardin. Un instant, leurs regards se croisèrent. Il n'y avait pas d'hostilité dans ses yeux, juste un mélange de regret et quelque chose de similaire au respect. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Alix trouva Sébastien qui l'attendait dans le salon. « J'ai entendu parler de ton prix, dit-il. Félicitations, tu le mérites. Merci, répondit Alix, surprise par sa sincérité. Un silence gênant s'installa entre eux. 7 ans d'absence, de rancœur, de vie séparée, créaient un abîme difficile à franchir. « Alix, commença Sébastien finalement. Je sais qu'il est tard, probablement trop tard, mais je dois le dire. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir traité comme je l'ai fait. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Je suis désolé d'avoir perdu 7 ans de la vie de mes enfants. » Alix l'étudia en silence. L'homme arrogant qu'elle avait connu semblait avoir disparu, remplacé par quelqu'un de plus humble, de plus authentique. « Je ne cherche pas ton pardon, » continua-t-il. « Je sais que je ne le mérite pas. Je veux juste l'opportunité d'être un père pour Paul et Pierre, non pas pour mon image, non pas pour récupérer ce que j'ai perdu, mais parce qu'ils sont extraordinaires et que je veux faire partie de leur vie. Le temps dira si tu es sincère, répondit Alix finalement. Les enfants décideront à quel point ils veulent que tu participes à leur vie. Je n'interférerai pas tant que tu les respecteras et tiendras parole. Sébastien hocha la tête, acceptant ces conditions. Avant de partir, il s'arrêta à la porte. Tu es une femme extraordinaire, Alix. Tu l'as toujours été. J'étais trop aveugle pour le voir. Après son départ, Alix réfléchit à l'étrange tournure qu'avait prise sa vie. Elle n'avait jamais imaginé que ce jour à la cathédrale déclencherait tant de changements. Elle ne cherchait pas à détruire Sébastien, seulement la justice pour ses enfants, mais la vérité à sa propre force, son propre pouvoir transformateur. Un mois plus tard, dans l'élégante salle d'un hôtel de New York, Alix montait sur scène pour recevoir son prix. Paul et Pierre, élégants dans leurs petits costumes, applaudissaient avec enthousiasme depuis le premier rang aux côtés d'Hélène et de Lucie. « Ce prix n'est pas seulement le mien, » dit Alix au micro. « Il est celui de chaque personne qui a cru en moi quand je doutais moi-même. Il est celui de Madame Éléonore de Valois, qui m'a donné une chance quand j'en avais le plus besoin. Et surtout, il est celui de mes enfants, Paul et Pierre, qui me donnent chaque jour la force de continuer. » Les caméras capturèrent le moment. Une femme radieuse au sommet du succès, flanquée de ses enfants fiers, l'image parfaite du dépassement de soi et du triomphe. Ce que les caméras ne montrèrent pas, c'est Sébastien Duval, assis dans son modeste appartement, regardant la cérémonie à la télévision. Ses yeux fixés sur les enfants qui lui ressemblaient tant, reflétaient un mélange de fierté et de regret. Il avait tellement perdu par son arrogance, son égoïsme, son incapacité à voir au-delà de ses ambitions. Alors que les crédits défilaient sur l'écran de sa télévision, Sébastien prit une décision. Le lendemain, il se présenterait à l'entretien pour le poste de chef de chantier sur un petit projet de construction. Un travail honnête, non pas pour récupérer sa fortune perdue,
mais pour montrer à ses enfants que les gens peuvent changer, que les erreurs, aussi graves soient-elles, peuvent être le début d'un meilleur chemin. Et à New York, tandis qu'Alix célébrait son prix entouré de ses proches, une sensation de paix l'envahit. Le cercle s'était refermé. La jeune femme effrayée et rejetée d'il y a 7 ans avait trouvé non seulement le succès professionnel, mais quelque chose de bien plus précieux. La dignité, la justice et la satisfaction d'avoir construit une vie épanouie pour elle et ses enfants. Le secret des jumeaux n'était plus un secret. Et dans cette vérité révélée, tous avaient finalement trouvé leur chemin. Vous avez aimé notre histoire? N'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et de commenter ce que vous en avez pensé. Votre soutien nous aide à continuer à créer des histoires qui vous émeuvent. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine vidéo et regardez la recommandation qui apparaît à l'écran maintenant. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Oui,